Écoute, salut Bones, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Donc, écoutez, en tout cas, on est là pour, comme d'hab, une petite heure, une heure et demie, on va dire, au maximum pour pouvoir parler et échanger avec un auteur, donc que vous voyez donc non, sur l'autre sens. Hop, voilà. Sur mon côté, sur Bones. Donc Bones, qui est un auteur dont le bouquin donc sort vendredi prochain, que je montre à l'écran, hop, et qui s'appelle donc Dessous. Voilà, Dessous, un beau bébé que vous aurez le plaisir de découvrir prochainement. Et avant de passer à ça, je pense qu'il serait plutôt cool en fait que tu nous refasses un petit topo de qui êtes-vous, très cher, et comment en est-on arrivé jusqu'ici. On va peut-être commencer dans l'ordre, arrêter à dessous, peut-être faire un petit écart, enfin comme tu veux. Bon, je te Bah laisse. ouais, comme tu veux toi, hein, surtout. Qu'est-ce qui sera plus. Qui es-tu, d'où Euh, viens-tu? Comment es-tu venu, en es-tu venu à débarquer dans cet univers qu'est la BD? alors j'en ai fait, comme beaucoup de dessinateurs, j'en ai fait petit en fait. J'ai été biberonné à la bande dessinée. Mon père en achetait beaucoup en Afrique. Et du coup, bah, je lisais ce qu'il achetait, donc j'ai été biberonné à des gros classiques, hein. Bob Moran, Spirou et Fantasio, le journal de Spirou et tout ce qu'il y avait dedans, donc Yoko Tsuno, les petits hommes, tout ça. J'ai fait mes premières. J'ai commencé à recopier, comme beaucoup de dessinateurs, à copier et puis voir faire mes bandes dessinées assez tôt. Je devais avoir quoi? Bon, je sais pas, 8-9 ans à peu près dans ces eaux-là. Ensuite, comme beaucoup aussi, j'ai commencé à les polycopier à l'école et je les vendais dans la cour de récréation pour m'acheter des chewing-gums. Et là, je devais avoir quoi, 12-13 ans. Et j'ai toujours su que c'est ce que je voulais faire en fait. Quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais grand, j'étais pas pompier, c'était pas militaire, je voulais faire de la bande dessinée. Du coup, après, je suis revenu en France pour continuer, parce qu'on pouvait pas aller plus loin dans le cycle scolaire, hein, que là où j'en étais. Donc, je suis revenu en France chez ma mère, c'est mes parents qui divorçaient. Et je devais faire à la base une école de dessin, ça ne s'est pas fait parce que c'était trop cher. Et j'ai continué le cycle scolaire. Bon, pas super super là, c'était un petit peu bizarre quand je suis rentré, c'était pas top la France. Et du coup, comme beaucoup, j'ai commencé à faire des petits boulots en continuant à taffer des planches, tout ça, à présenter ça à des éditeurs émergents comme Delcourt à l'époque, où il y avait quoi? Il y avait Zenda aussi, et puis Soleil qui commençait aussi. On est au courant des années 90. Donc je fais des tas de petits boulots, puis je continue à faire à taffer, puisque je fais pas d'école, j'essaie de progresser moi-même. Et puis, à un moment de ma vie, tard, assez tard, j'approchais les 40 ans, je devais avoir 38, un truc 38 ou 39. J'apprends que dans ma boîte, ils vont délocaliser. Et on a la possibilité de faire une formation, de partir avec un an de salaire et de faire une Parachute formation. doré, hein, un parachute doré, tu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Un an de formation, un an de salaire maintenu, tranquille, et un bon chèque. Et là, je me suis dit, là, c'est un signe, quoi. Je veux dire, si tu le fais pas maintenant, si t'en profites pas pour, Tu t'as le feras un jamais, an, quoi. une année sabbatique à être payé, avec une formation, si t'en profites pas maintenant, tu le feras jamais, en fait. Sinon, ça va être un peu tard. Et donc, du coup, j'ai demandé à faire une formation dans une école qui s'appelait l'école Jean Troubert. C'était pas à Paris, enfin maintenant elle est à Paris, mais avant c'était en banlieue parisienne. Et d'avoir un an de formation de BD. Donc j'ai eu ces un an de formation BD. C'était sur dossier quand même, parce qu'ils voulaient pas balancer leur fric n'importe comment. Et pendant un an, en fait, je me suis perfectionné, j'ai appris des trucs que tout seul, t'apprends pas forcément. Ça permet de booster un petit peu. Bon, il faut quand même savoir dessiner quand tu entres, hein. Si t'apprennes pas à dessiner, c'est pas le truc, mais t'apprennes le langage de la BD, on va dire. Ouais. Tu veux dire que pour Et quelqu'un comme hein, moi, c'est vraiment perdu. ouais, il faut d'abord faire une école de dessin avant, ou alors faire des. Mais là, non, non, non. Là, en un an, t'as pas le temps de vraiment. Si tu dessines pas très bien, tu dessineras pas à peine mieux après, quoi. Mais c'est surtout le langage, hein. C'est surtout comment s'articule un scénario, la lecture des cases, des erreurs à pas faire, tout ça.
en même temps, il y avait des cours de plus classiques, on va dire, enfin de dessin plus classique, mais des cours de couleur, de comment utiliser Photoshop et tous les logiciels à l'époque, parce que maintenant il y a mieux que ça, mais parce que je parle de ça il y a déjà plus de 10 ans, hein. C'était quoi? J'avais 40, ouais, donc ça fait 15 ans. Et ouais. C'est pendant cette année-là durant cette année, on devait faire un dossier éditorial. C'était l'exercice de l'année, et c'est sur ce dossier éditorial qu'on serait jugé par terre d'éditeurs, par un panel d'éditeurs à la fin de l'année pour savoir si on avait le diplôme, à la fin de l'année. Bon, je peux enseigner le dessin, on va dire maintenant. Et du coup, voilà, donc j'ai développé dessous à ce moment-là. J'ai commencé, les grandes lignes du scénario c'est fait pendant cette année-là, et j'ai fait des planches qui ressemblent pas du tout à ce que dessous ressemble aujourd'hui. Je les ai encore, les planches. Pour le coup, parlons-en de dessous. Comment toi, tu en es venu à mixer finalement ce type de récit historique à du fantastique horrifique? Comment toi, comment tu as développé tout ça? Alors, je sais que parmi les choses que tu adores, je vais essayer de le trouver, mais il y a notamment un personnage que tu aimes beaucoup, mais qui n'a absolument rien à voir avec le reste, c'est que tu es un grand fan de Spirou. Comment on en arrive à penser à ça? En fait, j'ai un peu lâché la franco-belge dans les années 90 aussi, pour me mettre aux comics indés. Alors pas les comics, les super-héros, je les ai lâchés dans début des années 90. Pour moi, ça tournait vraiment en rond. Et par contre, je me suis mis à lire beaucoup de trucs indés américains, un peu beaucoup plus sombres, justement comme du Hellboy et compagnie, hein. Chez Dark Horse, il y avait des tas de trucs qui me convenaient beaucoup plus. Je me suis dit, ah putain, il y a du comics, ça aussi c'est du comics, enfin ça commence à être intéressant pour moi, hein. Après, je ne crache pas sur ceux qui aiment les super-héros, parce que bon, Hellboy on est un quelque part, mais il y avait un fond, un fond historique qui était super intéressant. Ça s'intéressait à l'Allemagne nazie, à la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Je me suis dit, tiens, il est capable de mêler les deux. Après, il y a eu la Brigade Chimérique qui est arrivée en France. Et là, je me suis dit, oh la vache, mais en plus de ça, on peut faire ça avec notre histoire en France, quoi. On peut mêler, voilà. Et je me suis dit, putain, c'est quand même, il y a un lectorat pour ça. Et voilà. Alors, je me suis pas dit, je vais faire un super-héros français, parce que c'est pas du tout le cas d'en dessous, ça n'a rien à voir. Mais là où j'habitais, en fait, j'habitais dans l'est de la France, et c'est une région qui est très 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 marquée par la Première Guerre mondiale. Donc, tu vas en forêt, tu trouves encore des restes de tranchées, des restes de forts, tout ça. Et un petit peu avant Verdun, il y a cette fameuse butte de Vauquois, qui est le lieu du premier album, enfin du premier cycle, enfin du premier machin. Je sais pas comment on l'a appelé dans l'album, parce que maintenant c'est plus le premier tome. La première partie. Voilà, la première partie, merci. Qui était le premier album, et qui est une partie maintenant dans l'intégrale, qui n'est pas une intégrale. Et du coup, voilà. Et on avait visité cette butte de Vauquois avec, souvent on allait le week-end voir si on trouvait pas des trucs, faire un petit peu d'archéologie de première guerre pour essayer de trouver des coins sympas. Et on est tombé sur c'est un truc qu'on peut visiter, que tout le monde peut visiter, hein. Et on est tombé sur cette butte de Vauquois. Donc on a visité le lieu avec un casque de spéléologue sur la tête. Et je sais plus combien il y a de kilomètres de galeries, mais c'est énorme. Et c'est dans ces galeries-là que je me suis dit, oh la vache, mais oui, putain, il y a un truc à faire, en fait. Les Allemands qui creusent toujours plus bas pour buter les Français avec des mines, mais s'ils étaient tombés sur un truc chelou, quoi. Et c'est ça, enfin, quand il y est, ça semble évident. T'as ton imagination, elle fait tout de suite ça. Et quand je suis revenu à la maison, donc quand je parle de ça, j'étais encore à l'école, hein, de dessin. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai dit, ça y est, je l'ai, mon projet éditorial, je vais faire ça. Et là, j'ai commencé à taffer le scénario. Enfin, du moins, c'est en cours de scénario, c'est ça que je bossais. En cours de dessin, c'est ça que je bossais. Et voilà comment j'en suis venu à dessous. En fait, après j'ai développé l'histoire, l'arc en trois époques bien distinctes, pour que les 3 albums soient très différents à la base. Et j'ai pu en faire que 2.
Ouais. Ce que j'allais dire, on va expliquer un petit peu le parcours de la série, parce que c'est vrai qu'il y a un parcours un petit peu. C'est une sorte de récit long terme, presque une sorte de grande épreuve que tu as dû subir pour parvenir à la publication de l'album, parce qu'au départ, donc tu as présenté le projet, j'imagine, à différentes maisons d'édition, et finalement, celle qui a rendu, en tout cas, qui a rendu un retour positif, c'est Sandaway, une maison d'édition donc qui était située en Belgique et qui utilisant en quelque sorte les prémices de ce qu'était le financement participatif aujourd'hui, de ce que nous on utilise chez Comics Initiative avec Ulule. Sandaway avait donc une plateforme à elle sur son propre site. C'était un peu la période de, comment on appelle ça, My Major Company. Ouais. C'est un peu cet essor-là. Kiss Kiss Bang Bang aussi, Bang Bang, pardon. Kiss Kiss Bang Bang. Ouais, qui est arrivé beaucoup plus tard, mais Kickstarter plutôt, tu veux dire, j'imagine, mais Non, il me semble que Kiss Kiss Bang Bang était à peu près à la même époque, il me semble. Hein. ouais, Peut-être à 6 mois, 1 an près à peine, mais il me semble. Je sais pas s'ils existent encore d'ailleurs. Ils ont été rachetés par Ulule. Voilà, Ah pour bah info. voilà. Et donc Sandaway, en fait, proposait aux gens de soutenir un projet avec différents albums et différentes contreparties, comme exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui sur Ulule. Et pour le coup, ça a donné lieu, de ton côté, à la publication des 2 premiers volumes chez Sandaway, donc La Montagne des Morts et Un Océan de Souffrance. Et pour le coup, la campagne du 3e volume était déjà presque terminée, c'est ça, ouais. au moment où, j'ai envie de dire, le sort s'acharne sur la publication de la série, puisque la maison d'édition Sandaway, du coup, s'arrête. De gros problèmes de trésorerie, globalement, et annonce, entre guillemets, que, on va dire, ça se termine. L'essence les lecteurs qui avaient entamé le parcours entamé donc du côté de Vauquois, complètement orphelin de la conclusion et des péripéties que Fred avait développées, que Bones avait développées, pardon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tu as mis le titre en quelque sorte en pause pendant un petit moment avant de pouvoir, avant qu'on puisse, entre guillemets, échanger. Je vous le proposais aujourd'hui en entier. Dans un volume qui regroupe les 2 tomes qui étaient initialement parus chez Sandaway, donc avec quelques petites corrections, mais également une 3e partie, donc entièrement nouvelle, qui vient achever ce récit. Est-ce qu'on fait une pause dans ta chronologie pour expliquer Blood Moon et on parle de dessous? Qu'est-ce que tu préfères? Comme tu le sens, toi. Allez, écoute, tu sais quoi, on va pouvoir faire on va peut-être faire dans l'ordre logique, c'est-à-dire que Blood Moon est arrivé entre-temps, donc il y a un projet qui a été publié au sein du label 619, via Rue de Sèvres, un projet encore où tu es en solo. Hein. Tiens, je montre d'ailleurs une version qui est sortie il n'y a pas longtemps, début septembre, qui, quelques mois après la publication, la version que je montre, en tout cas, est une version espagnole, puisque le titre Bones s'internationalise. Voilà, donc il a appris l'espagnol. Voilà. Seulement. Ma grand-mère serait heureuse. Donc, peux-tu nous parler, pour le coup, un peu de Blood Moon, en fait, en parallèle de dessous? Tu as toujours d'autres idées, ça, on te connaît un peu, on sait que tu aimes bien, tu as plein d'idées de récits que tu as envie d'initier. Qu'en est-il de Blood Moon, avant de reparler de la suite qui était dessous du troisième arc? Alors donc, oui, à la suite de l'annulation du troisième tome de dessous, en fait, je me suis retrouvé un petit peu sans rien à faire. Et un peu désemparé. Je l'avais un petit peu mauvaise, en fait, comme beaucoup d'ailleurs de contributeurs. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. Et j'avais cette idée dans la tête. En fait, j'avais maté, comment il s'appelle, le film avec Sean Connery, comment il s'appelle celui-là? Highlander. Non, c'est quand t'as besoin d'aide, ne me demande pas. Highlander. C'est horrible. En plus, j'ai pas arrêté de le répéter quand j'avais fait la promo de Blood Moon. Et c'est un film avec Sean Connery où il est shérif dans l'espace. En fait, c'est un remake du train. Outlander. Outland, ouais. Outland. Merci. Et du coup, je venais de regarder Outland et j'avais trouvé que je le redécouvrais parce que je l'ai vu quand j'étais
jeune. Et Non, je ce me n'est suis plus dit, en fait, Zardos. c'est un super. Non, c'est pas Zardos, heureusement. Il a pas de slip chelou avec une bacante. Et Trop bien. je me dis, mais c'est un super film. En fait, tout ce qui manque à ce film, c'est quelque chose de plus chelou, quelque chose de plus bizarre. Mais le postulat était super bien. Et je me suis dit, tiens, je vais refaire. Pour rigoler, je vais essayer je vais changer des trucs et puis voir comment moi je l'aurais traité. Et finalement, bah, j'en suis venu à faire un dossier de quoi, de 4-5 pages de BD. Et je me suis, comme enfin, je suis toujours un grand fan des Doggy Bag et du label 119. Qui est devenu Je me Low suis dit, ah, Reader en fait, c'est un maintenant. truc qui, hein? Qui s'est poursuivi de Bags avec Low Reader aujourd'hui. Oui, tout à fait, ouais, avec le Reader. Et comme je suis toujours un gros fan de ça, et je me suis dit, tiens, bah, allez, je vais faire un dossier avec ce scénario-là, parce qu'ils ont, puis je vais leur proposer. Je pense que ça va dans la ligne éditoriale du truc, c'est un petit peu horrifique, machin. Et bon, sans trop y croire à la base, hein. Et puis je l'ai envoyé via leur site. Ils ont un lien, envoyez vos projets. Et j'ai eu une réponse de Run, je sais pas, 2-3 jours après, qui m'a dit ah ouais putain ça me branche bien. Écoute, vas-y, développe, envoie-moi un dossier des storyboards. Et puis je sais pas, peut-être un mois après, comment dire, le contrat était signé, puis c'était parti en fait. Voilà. Donc Blood Donc Moon ça, c'est venu comme ça. Et donc vraiment entre deux, c'était un truc que j'ai fait un peu voilà, la BD pas rapidement, mais le dossier rapidement parce qu'il fallait que je taffe, quoi. En fait, il fallait que je bosse. Et j'avais pas prévu que ça s'arrêterait aussi vite. Je pensais que dessous, pour moi, la suite logique, c'était le 3, quoi. ouais. Donc ça c'est venu, ça s'est intercalé effectivement entre les deux. Et pour le coup, on a enchaîné, entre guillemets, avec Dessous, dans la foulée, terminé Dessous. Après cette tournée internationale pour défendre Blood Moon, tu as pu parachever ce troisième chapitre. Ouais, Euh, international. hop, donc un beau bébé, hein, au final, on a plutôt, j'ai envie de Ouais. dire, plutôt bien bossé. Je vais essayer de le montrer à l'écran. Voilà, ça s'entendra pas en son, mais voilà. Parfait pour les flics pour taper sans faire de marque. Vu que les Voilà, bottins n'existent plus. c'est ça. Et on a fait des études exprès pour justement savoir quel objet Pas pourrait parfait. remplacer le. Et, et donc, un bouquin qui existe en deux versions. La première version qui fait donc 304 pages. On est quand même sur du lourd, hein, avec assez peu de bonus au final, mais il y a une chose qui est assez particulière, c'est qu'on a. Enfin, Fred a eu l'idée du coup de se lancer dans l'écriture de trois récits. Il y a eu trois récits bonus illustrés par d'autres auteurs. C'est une chose qui du coup vient compléter la trame principale de dessous sur des petits moments. Est-ce que c'est quelque chose qui te semblait évident ou des choses que tu as hésité à confier? C'est net illustré par Galien, Boris Beuzelin et Xavier Henrion. Bah, j'avais commencé à le faire avec Xavier, parce que la petite histoire de Xavier, c'était un bonus de stretch goal pour lors du deuxième, je crois, du deuxième tome sur Sandaway. Donc c'était sorti en plus je l'ai là. C'est un petit Bah ouais. format. C'était un petit format comme ça en imitation comics. Ouais, un Et un petit peu- copie. Voilà. Le truc, et puis donc tu vois, en fait, dedans, il y a l'histoire de Xavier, il y avait même ses storyboards. Mais c'est donc les 6 pages étaient dedans avec des fausses pubs. Attends, il y a une fausse pub pour la série dessous sur Banal Plus, Sur Banal+. le 1er Ah avril bah, 2019. c'est déjà racheté par Bolloré? Ouais. Donc en fait, j'avais fait ça et c'était un petit bonus pour les gens qui avaient atteint un certain niveau. Et du coup, ça aurait été dommage de pas la reprendre dans l'album, hein. Mais ça fait partie du lore en fait, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à en faire une, autant en faire deux autres. Ça fait un peu chiche de mettre une petite histoire. Et donc, du coup, ouais, je me suis dit, bon, bah, je vais m'atteler à deux petites histoires, de 6 pages aussi, puis demander à deux autres dessinateurs de voir s'ils veulent bien s'y coller, en fait. Alors attends, on va essayer de montrer à l'écran déjà celle qu'avait faite Xavier. Là, comme ça on va pouvoir la commenter un petit peu. Qui Alors, c'est se...
Ouais, c'est une histoire sans prétention, hein, c'est pas. Ouais, mais qui se focalise pour le coup sur un des personnages majeurs Ouais. de la série et qui montre une grosse séquence d'action. Hein, peut-être en zappant un peu vite, on peut la montrer en entier. Bah, on Et, apprend comment Bar a perdu son bras. voilà, donc ce personnage, donc cet Allemand qu'on voit dès la première partie de l'album, dans la partie qui s'appelle La Montagne des Morts. C'est un personnage qu'on découvre et qui va être récurrent par la suite. Hmm. Et puis il y a d'autres récits. Donc le deuxième, comme je le disais, qu'on a confié à Boris Bezelin, enfin, que tu as confié à Boris Bezelin, tu as été le chercher, Hmm. pour le convaincre de raconter une séquence qui nous montre, qui intervient entre quoi, le 1 et le 2 peut-être, non, je ne sais plus exactement. Entre le 2 et le 3. Ah, c'est entre le 2 et 3. Ouais. Ils en parlent dans le 3 quand Oui, Gaspard. de Léonie, ouais. Ouais, Ouais. exact. C'est l'affaire Exact. Léonie. Alors, on n'en sait pas plus dans le 3, et c'est juste un truc qu'il dit, en fait. Mais si tu veux en Ouais. savoir un petit peu plus, c'est ça. Et la dernière partie qui est illustrée par Galien, donc notamment, voilà, là encore, qui nous montre un décorum très différent. Hmm. Là, pour le coup, Le premier voilà, vol du Jules Verne. exactement, L'inauguration du Jules Verne. qui se passe pas forcément de manière idéale. Et on sait pourquoi la Tour Eiffel a perdu sa tête. Voilà, puisqu'évidemment, ça s'était pas bien passé. Ça se passe pas Non, mais c'est des forcément. petits trucs, c'est vraiment l'histoire d'avoir des petites histoires ultra rapides qui s'ancrent un peu dans le truc, dans la ligne générale. Donc c'est des trucs qui doivent se lire rapidement comme ça, qui viennent compléter un petit peu le lore. Et puis ça donne envie, en vrai, en fait, de pourquoi pas creuser d'autres aspects, avoir d'autres choses. Moi, c'est vrai qu'on a eu quelques retours de ceux qui ont pu déjà entamer la lecture de cette sorte d'intégrale, de ce gros pavé dessous, hein, de ce volume unique pour le coup. Ouais, Euh, mais gros, hein. donc, voilà, donc il pète, voilà, comme on dit. Certains en viennent à dire, mais en vrai, on aurait presque envie que tu creuses encore d'autres événements. Ça, c'est des choses. Je vais pas y revenir tout de suite sur dessous. Bah, t'as du boulot, on sait bien, hein, mais bon. Ouais. Non, puis en plus, ça a été long, ça a été un petit peu douloureux quand même. Tout le cheminement pour en arriver là. J'ai pas été aussi rapide que je le voulais pour le 3 parce qu'il fallait parce que la campagne a été un beau succès, il faut le dire. Je pensais pas Ouais. que ça allait démarrer comme ça. Finalement, on a quand même fait un très 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 bon score, si on peut parler de score. Mais bon, parler d'argent, c'est sale, surtout en France. On peut même simplement même dire qu'il y a eu un réel enthousiasme Ouais, des gens carrément. pour l'album. Et Ça, c'est donc du coup, ça m'a permis de boucler ça, de revoir. On a revu ensemble quelques petites choses, pas grand-chose au final, mais quand non. même, il y avait des trucs à corriger. Et mais ça fait quand même 10 ans maintenant. Enfin, j'avais vraiment besoin de boucler le truc et de passer à autre chose, de quitter un peu cet univers-là et puis de souffler. Et en plus, comme on a commencé la campagne pendant que je terminais Blood Moon, On va ça dire, faisait beaucoup de trucs à la fois. Alors que maintenant, je peux faire un projet par un projet par un projet, ça va. l'esprit va être plus focus. Ouais, plus focus sur le prochain et ensuite sur le prochain. Bah, après, de toute façon, comme tous les dessinateurs, il faut toujours qu'on ait quelque chose, qu'on sache ce qu'on va faire une fois qu'on aura fini le projet actuel. Ça, c'est pas le problème. Mais par contre, j'aurais pas deux scénarios à manier. Parce que pendant que je terminais Blood Moon, j'ai commencé à bosser j'ai commencé à faire le scénario à finir le scénario de Sous 3 en fait. Parce que je l'avais commencé à l'époque, mais comme ça avait été arrêté en plein élan, bah, je me suis dit bon, bah, ça sert à rien de continuer, on verra plus tard quoi. Et donc voilà, donc là j'avais deux trucs en même temps, c'était un peu l'enchaînement était un peu rude on va dire. Donc oui, c'est pour ça que Blood Moon, enfin non, c'est pas, bon, je m'en mets les pinceaux, c'est pour ça que Les dessous dessous. après il y a pas mal de Blood dessous, les dessous sanglants. Mais c'est pour ça que ça a pris un peu de retard. C'est ma faute. Puis Et comme je suis puis, pas un dessinateur très rapide non plus. il y a aussi une belle surprise. Je la montrer à l'écran. Enfin, en tout cas, on va la raconter. C'est que on a aussi, enfin, tu as eu l'excellente idée d'avoir
hop, un invité pour nous écrire une préface, un invité qu'on aime beaucoup. Je zoome sur le nom comme ça, vous le verrez, qui s'appelle une personnalité, on va dire, qui ne cesse d'exploser tout à chaque sortie en bande dessinée, alors qu'il vient aussi du roman, faut pas l'oublier, c'est Serge Lehmann. Serge Lehmann, qui pour le coup est l'auteur de nombreuses BD, notamment la fameuse Brigade Chimérique. Tiens d'ailleurs, si je fais bien les choses. Ouais, il y a l'homme gribouillé qui est super bien, Saint-Elme, qui est. Enfin, à chaque fois, il n'a pas grand chose à dire. Hein. Non, il a un univers qui est. C'est comme. Enfin voilà, tiens, on va montrer quelques bouquins. Ouais, donc la Brigade Chimérique, on en profite. Voilà, donc ça c'était l'édition d'origine à l'Atalante, voilà, formidable maison d'édition nantaise d'ailleurs. Super série qui est coécrite avec Fabrice Collin et dessinée par Jess. Ouais. Jess aussi, c'est pareil, c'est toute la première salve, parce que je crois qu'il y a je sais pas si, je crois qu'ils ont refait un Brigade Chimérique il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, je crois que c'est pas Jess qui le dessine. Mais... Et d'ailleurs, c'est une petite particularité, c'est en tout cas, moi je trouve que vous avez quand même quelques références communes, toi et Jess. On parlait un petit peu, vous aimez bien les aplats en tout cas. Et puis tiens, on va montrer effectivement, puisque la Brigade Chimérique a été développée notamment à travers Ultime Renaissance. Donc, c'est celui-là dont je parle, ouais. Mais je crois que c'est plus lui. Là. Ouais, non, c'était Stéphane de Canva. J'ai pas lu celui-là, je sais pas ce qui. Qui est très cool, hein, comme en général Stéphane fait des super bouquins, c'est Stéphane de Canva qui a notamment illustré pour Serge Lehmann, avec Serge Lehmann plutôt, une série dont je vais retrouver, elle est où? Et là, c'est Les Navigateurs, qui est sorti il y a pas très longtemps. Il faut que je le chope celui-là. Très belle édition. Il est super beau. Ouais, très très belle édition de Delcourt. Le dessin intérieur est chouette comme d'hab. Donc non, c'est quelqu'un d'assez productif mais qualitatif, ce Serge Lehmann. On parlait de Saint-Elme également. Bon, bref, Saint-Elme, c'est un gros morceau, ça. Ouais. C'est vraiment super bien. Par le formidable Frédéric Peters aussi. Les couves, elles sont tellement belles. Les couleurs, elles sont incroyables. Enfin, j'adore ces couleurs. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis, il donne une personnalité très différente à chacune des couves. C'est assez incroyable. C'est assez... Tu vois, limite, il y a eu une version noir et blanc qui est sortie. Ouais. J'ai hésité parce que je me suis dit non, parce que la couleur, elle fait totalement partie du... elle fait partie de l'identité même. Il y a des BD, il y a des BD, en fait, les couleurs, tu dis, bon, c'est des couleurs bateau. Voilà, tu peux très bien avoir un noir et blanc, c'est pas très grave. Mais là, force est de constater, c'est que la couleur est vraiment partie prenante du récit, je trouve, et de la personnalité de cette BD, en fait. Et l'acheter en noir et blanc, c'est un peu dommage, c'est se couper de ce qui fait aussi beaucoup la personnalité de ce bouquin, en fait. Ce titre, parce que c'est vrai qu'on parlait rare, pourtant. Hein. C'est un des rares BD dont la couleur est indissociable, je trouve. Et on parlait de l'homme gribouillé, tu vois, qui avait été fait déjà par Frédéric Peters et Serge Lehmann. Et pour le coup, ce titre-là, il était en noir et blanc, mais c'est vrai que la personnalité, pour moi, de Saint-Elme, elle se joue aussi dans la couleur, avec les effets, les séquences un peu atypiques. Et c'est vrai que c'est un auteur, en tout cas, que vous pourrez retrouver chez moi dans ma bibliothèque. Il y a plusieurs bouquins qui trônent. C'est vrai qu'il y avait aussi un peu plus le côté super-héroïque avec Masqué qu'il avait fait. C'est quoi, oui, je l'ai lu celui-là aussi, ouais. Voilà, Masqué avec Stéphane Pretty. Bref, voilà, il aime les univers fantastiques comme nous, on peut les aimer également. Donc forcément, c'était assez logique de pouvoir l'espérer dedans. Et c'est vrai que... Je ne croyais pas trop au départ. Hein. Je sais qu'il avait... il m'avait envoyé un petit mot gentil à l'époque via Messenger en me disant, je sais plus, je crois qu'il avait dit... Je savais qu'il avait eu le premier, il l'avait acheté ou il l'avait eu, je sais pas qui lui avait donné, ou je sais pas, qu'il avait le premier et qu'il avait plus ou moins apprécié, qu'il avait apprécié le premier tome. Je crois qu'il n'avait pas lu le deuxième. Et il m'avait mis un petit mot gentil sur Messenger, mais il y a longtemps, il y a déjà un bout de temps.
Et puis je me suis dit, tiens, bah écoute, on n'est pas très loin de son univers, pas très loin. Et peut-être que ça lui plaira. Et je lui ai dit, bah écoute, je te l'envoie dès que je l'ai fini. Dès que j'ai fini, je te l'envoie. Et puis si ça te branche, bah, est-ce que tu pourrais m'écrire la préface? Et il a été super sympa. Il m'a dit, bah écoute, ouais, il n'y a pas de souci. Je le lis d'abord. Et puis après, si c'est de la merde, je ne la fais pas. Je le lis d'abord et puis je te dis ça. Puis très vite, il a répondu en me disant, ouais, ok, pas de souci. Il m'a dit, je te dois te la rendre quand? Je fais, bah, c'était au bouclage en plus. Dans 15 jours, c'est possible? Oui. C'est vrai qu'on a improvisé la demande très rapidement. Et on va le remercier parce qu'il a été extrêmement pro, efficace. Et son texte est super chouette. Mais c'était inespéré pour moi, parce que vu que la brigade numérique, c'est un peu ce qui m'a dit, il est possible de faire ce format et de faire quelque chose de français, de prendre notre histoire. Du coup, ça m'a vraiment conforté dans l'histoire de faire un truc se passant en 14-18 à l'époque, en me disant, tiens, on va pouvoir faire une histoire fantastique à ce niveau-là, quoi. Et la brigade, je sais qu'à l'époque, je l'avais vraiment dévoré. Hein. Je dis, purée, la vache, mais c'est un tour de force, c'est vachement bien. Qu'est-ce que tu lis, tiens, en général? C'est vrai que je t'ai pas dit de comics ces derniers temps, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes bien lire aujourd'hui? C'est très éclectique. Hein. Dernier truc que j'ai lu, c'était quoi? Dernier truc que j'ai lu, c'est la suite de Gannibal. C'est un manga. C'est pas mal. Hein? C'est un manga très joyeux, très coloré. Ah ouais, c'est un truc, c'est hyper glauque. Mais l'histoire est sympa. Et j'ai vu qu'ils en avaient fait une série d'ailleurs au Japon. Ouais. Il faudra que je regarde. Qui a été dispo sur Disney+, pour info. Ah bon? C'est étonnant. Gannibal c'est intéressant ça. Les personnes qui nous suivent, en gros, Gannibal. La série est bien ou pas alors? Je sais pas, j'ai juste vu le début et je me suis dit, ils n'avaient pas l'air d'avoir gâché. Donc, en tout cas, visiblement, ça reste assez cohérent. Gannibal, c'est étonnant parce que c'est gore, quoi. Un peu, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pour donner un peu la teneur du titre. C'est un policier qui, en gros, arrive avec sa femme et sa fille, hein, si je ne dis pas de bêtises, dans un petit village situé au fin fond du Japon, près d'une zone très boisée, très montagneuse, et qui, pour le coup, va rapidement comprendre que dans le village, il y a de lourds secrets et que ce village est un peu appelé le village des cannibales. Il y a un petit peu ça qui traîne. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Il y a une famille un petit peu omniprésente. En tout cas, tout le monde craint cette famille-là aussi. Alors, entre rumeurs, réalité, etc., qu'en est-il? Et c'est ce qu'on va un petit peu apprendre à découvrir au fur et à mesure de la série. Qui est très chouette. Ouais, non, c'est pas mal, j'aime bien l'atmosphère. Mais maintenant qu'il faut vraiment que je vois la série, mais j'ai peur d'être déçu. Non, honnêtement, j'ai regardé les 5 premières minutes pour voir si ça allait, on va dire, être très. Enfin, ça allait trahir, entre guillemets, l'esprit du manga, et en réalité, non, les images étaient plutôt forcément colorées, hein, contrairement au manga, mais la photo est plutôt sympa, et l'atmosphère, en tout cas, a l'air de bien prendre. Voilà, après, j'ai pas pu poursuivre. Je mettrai ça, mais après avoir terminé le manga, quand même. Ouais. Donc, nous dirons la fin. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Là, j'en ai pas acheté depuis un petit bout de temps. Attends, j'ai acheté quoi? J'ai acheté un bouquin sur la vie d'Eileen Gray. C'est une architecte, designer des années 20. J'ai tellement de trucs que j'en oublie totalement ce que j'ai acheté. Quoi? J'ai lu le dernier Spirou, évidemment. Voilà. Pas le prochain, mais la suite de La mort de Spirou, dont je ne me rappelle plus le nom. J'ai ça. En comics, qu'est-ce que j'ai? Ah si, j'ai acheté le 3e tome de Nice House on the Lake, qui s'appelle plus Nice House on the Lake. By the Sea. Hein? The Nice House by the Sea. Voilà, by the Sea, ouais. Donc voilà, celui-là, je l'ai lu aussi. Après, c'est très cool. Et, pour la petite anecdote, dedans se cache un petit clin d'œil à Love and Rockets. Voilà. D'accord, ok, je n'ai pas relevé. Mais un peu redondant, du coup.
Je sais pas comment. Faut voir comment est-ce qu'ils vont faire Comment se pour termine le. le deuxième cycle, ouais. Pour moi, les deux premiers étaient très bien et il n'y avait peut-être pas besoin de faire une suite. Enfin, d'une suite, c'est pas vraiment une suite réellement, c'est en même temps, mais ailleurs. Moi, je le compare à Lost. Tu vois, c'est un peu la saison 2 de Lost avec de nouveaux personnages qui vont C'est ça. intervenir dans l'intrigue. La seule chose qui, de toute façon, à mon sens, se fera, hein, puisque la série marchant des deux côtés de l'Atlantique, il y aura forcément un troisième cycle. Ce que Et une j'espère, série, c'est que ça ne s'étire pas inutilement en termes d'intrigue et que, on va dire, ces deux premières saisons voilà, nous fassent un joli final. Ou pas, puisqu'évidemment, il y a une maison, il y a deux maisons, ça peut durer éternellement. Ce qui est un peu ma crainte, à titre personnel, avec Il peut y en avoir 3, il peut y en avoir. Bah, je pense qu'il faut que ça finisse à un moment, quoi. Et c'était très. Pour moi, la première, les deux étaient suffisants. Il n'y avait pas besoin d'en faire un troisième. Mais bon, après, l'univers et tout. Enfin, ce qu'il développe est sympa, mais il n'y a pas grand-chose de développé dans le troisième, quoi. Ouais. C'est un peu la même chose, mais avec des gens plus riches. Disons que c'est pas la même tranche de société qui traite, on va dire. C'est juste peut-être ça, en fait, hein, le truc, on va dire, entre guillemets, intéressant. C'est principalement ceux qui visiblement n'aiment pas la taxe du pain. Mais bon. Mais effectivement, ouais, c'est une lecture qui reste super plaisante, qui est, en tout cas, je trouve, c'est pas mal. bien dessinée. Je trouve pas. Graphiquement, l'univers graphique est super intéressant. Et c'est vrai que c'est le côté intrigue qui fonctionne super bien du côté de James Tynion The Fourth, James Tynion 4, quoi. A toujours tendance, enfin pour moi, il a tendance un petit peu à étirer un peu trop ses récits, et c'était le cas pour Somewhere is Killing the Children, je crois. Je n'aurais jamais me rappeler de la série où finalement on a des tomes qui s'enquillent, une trame générale qui finalement ne progresse pas beaucoup. Bon, il faut espérer que Nice House ne subisse pas le même défaut, c'est-à-dire d'avoir un début important et des suites qui finalement nous détachent progressivement de la série. Moi, je suis pas super fan des séries. Alors, des séries tant que tu as un personnage et que l'histoire est différente à chaque fois, ça me dérange pas. Mais par contre, des séries où tu sens que le mec il a un concept qui peut être sur 2-3 albums, mais qu'après, vu que c'est un marché, il étire le concept jusqu'à un peu le défaut de pas mal de mangas aussi. Hein. Étiré inutilement, ouais. Tu te dis, mais putain, il y a 40 volumes là-dessus, arrêtez, quoi. C'est au bout d'un moment. C'est non. Et il y a des BD franco-belges hein, qui sont comme ça. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a. Où tu te dis, arrête là maintenant, c'est bon. C'est là où on souffre pas mal, je trouve, d'un titre qui marche. C'est-à-dire qu'un titre qui marche, on a toujours envie de réitérer un succès, ce genre de choses. Et au niveau éditorial, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant, plus facile de se dire, capitalisons dessus. Hein, c'est ce qui va nous permettre de durer, exploiter peut-être un filon. Moi, je dis toujours un titre qui se termine bien, globalement, qui a une fin pensée, etc. C'est quelque chose d'intéressant. L'un des exemples pour moi qui est marquant, même si en manga ce n'est pas une série très longue, ça reste Death Note. Death Note, c'est un récit qui est en 2 grandes parties. Au final, on a une opposition qui va durer entre 2 personnages, 6 ou 7 tomes, je ne sais plus, qui concrètement pouvait très bien se terminer là. Et on sent bien que l'éditeur a fortement poussé pour que la série se poursuive. La suite est bien, moins que la première partie, elle est même très bien. La fin déçoit d'une manière ou d'une autre certaines personnes, là où moi je la trouve juste logique, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tirer. Après, on peut comprendre les lecteurs aussi, parce que c'est toujours sympa de retrouver des personnages que tu aimes régulièrement. Tu as un côté doudou et rassurant d'avoir sa petite dose tous les 3, 4, 5, 6 mois selon la sortie de l'album. C'est la même chose pour les séries. Même si une saison 1, si une saison 2, 3, 4, 5, finalement ça se dégringole, mais t'aimes quand même revoir les personnages que tu aimes bien.
Mais par contre, pour les auteurs, hein, c'est épuisant et ça devient épuisant et inintéressant, évidemment. Tu as envie de faire d'autres choses, mais tu es prisonnier t'es prisonnier de tes personnages et d'un truc que tu as créé, mais tu n'avais pas envie que ça aille jusque-là, en fait. C'est quelque chose que toi, tu serais incapable de faire, c'est-à-dire faire 50 albums sur le même univers avec 3 personnages. J'en ai absolument pas envie. Après, scénariser peut-être, en dessinant, non. Surtout pas. Après, 50 albums, c'est beaucoup. Hein. J'ai pas envie toute ma vie d'être connu pour le même truc. J'ai envie que les gens me lisent pour d'autres choses, pas forcément pour. T'imagines, toi, si dessous je le faisais sur 40-50 albums, au bout d'un moment, qu'est-ce que je raconterais en plus? Tout est dit, il n'y a pas grand-chose à raconter de plus. À part des petites histoires un peu dedans, vu qu'il y a des. Comment dire? Avec Galien, on s'est demandé si on n'avait pas développé un dossier, faire un dossier justement sur l'équipage du Jules Verne. Faire un tome carrément. Parce que bon, ça peut être ça, de savoir comment Paris est devenu comme ça. Parce qu'il y a il y a quand même un gros trou entre le second et le troisième album. Entre la deuxième partie et la troisième partie. Il se passe pas loin d'une vingtaine d'années quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bon, oui, il y a quelque chose à développer, mais j'ai pas envie de le dessiner. Je le scénariserai peut-être pour quelqu'un d'autre. Peut-être pour Galien, si ça l'intéresse, s'il veut continuer avec ces personnages-là, ça peut être intéressant de faire un tome sur le Jules Verne, mais c'est un spin-off. C'est-à-dire, Gaspard en prendra peut-être dans une case ou deux, et c'est tout, quoi. Mais ce sera pas le personnage principal. Mais en dehors de ça, j'ai pas envie de revenir. Se servir du décor. Oui, voilà, tout à fait. Se servir de ce gros bac à sable pour faire quelque chose. Donc il y a un truc intéressant, parce surtout que l'équipe, c'est des gens, l'équipe du Jules Verne, pour ceux qui auront le bouquin, c'est des personnages, comment dire, historiques, de vrais personnages historiques qui ont vraiment existé dedans. Donc, tu as une femme aviateur, tu as l'homme le plus fort du monde. Ce sont que des gens qui ont tous vécu à la même époque, donc c'est intéressant ouais, ça serait intéressant de développer le truc. On verra. Je peux le proposer. Pour l'instant, de toute façon, il est occupé, et moi aussi. Mais ça peut être marrant. Ça dépendra du succès du bouquin. Faut que ça cartonne. Si vous en voulez plus. Oui, voilà, faut que ça. En plus, c'est pas cher. Alors ça, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué notamment. C'est que ça faisait partie des réflexions sur lesquelles on s'est assez rapidement, j'ai envie de dire, mis d'accord. C'était que proposer un gros bébé comme ça que je remonte comme dessous, globalement, je pense pas qu'on le trouverait aujourd'hui en librairie sous la barre des 35 balles minimum. Oh, 300 pages. Alors j'aime bien dire, on va faire la déballe dos toilé, marquage, une impression réalisée en France, papier de quali. Enfin bref, on peut pas dire qu'on saute de la gueule niveau fabrication. Pour le coup, c'est un livre sur lequel on va dire on fait un réel effort parce qu'on y croit fortement. Il est à 29 €. À mon sens, c'est pas cher. Tout le monde nous le dit. Mais ça a été un point qui était, en tout cas, qui a été important, sur lequel on s'est décidé mutuellement. Quitte à bosser comme des fous pour faire un bel album, autant qu'il soit accessible aussi au plus grand nombre. Et pour le coup, tiens, on a oublié, il faut que j'arrête de dire pour le coup, je le dis beaucoup trop aujourd'hui. Dans l'immédiat, on avait également une version collector. Tac, que voici. Celle-là, elle est belle. Il y en a des moches. L'autre aussi, mais celle-là, elle est belle. Voilà, où on retrouve également le marquage sur le titre, le dos toilé, tout ça. Je vais les mettre côte à côte parce qu'après tout, il y a quand même une différence entre les deux versions. C'est la planche. C'est la planche que j'ai pour mon anniversaire. Ah, pardon. Elle est vendue déjà. Oh, merde.
L'édition collector, il y a quand même une particularité, c'est que le tirage, on l'a limité aux préventes, c'est-à-dire à 450 exemplaires. Il en reste que quelques-unes. Voilà, en fait, à chaque fois, on fait un arrondi, une cote mal taillée. Pourquoi? Parce que, tiens, dans les petits secrets des impressions, un imprimeur, si on lui demande, si on a besoin de 500 livres, par exemple, lors de la réalisation d'un bouquin, il a une marge, entre guillemets, de technique qui est de plus ou moins 5% lorsqu'il lance les rotatives. Et pour le coup, on a quelques exemplaires en plus, voilà, qui ont permis d'atteindre les 450 et un peu plus. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il nous en reste, je crois que c'est une quinzaine. C'est tout? Ben ouais. Ah, Donc, ça vaut le coup, parce que le bouquin, il coûte peut-être un poil plus cher, mais c'est surtout, on en a profité pour rajouter 32 pages supplémentaires. On commence d'ailleurs par... On le voit ici, les petits mots de Bones, qui est là. Un petit mot sur lequel il était penché. Bref, il y a des galeries avec des... c'est pas pratique. Et avec des auteurs de Sandawe. Pour la petite histoire, ça devait apparaître dans les bonus du tome 3 chez Sandawe à l'époque. Et on a mis des coulisses aussi. Il y a pas mal de crayonnés, d'encrés, des tas préparatoires. Voilà. Donc, ça, c'est quand même des petits carnets. Hyper cool si on a aimé le bouquin. Il y a un vrai côté pour moi, making-of, on a essayé de mettre en scène le plus sympathiquement possible. Avec ici, par exemple, la version crayonnée et la version ancrée, comme quoi les choses changent entre le crayonné et l'ancrage. Il y a toujours des petites choses qui bougent. Voilà, donc il y a des trucs très cool. Donc voilà, donc l'édition collector, pour info, toutes celles qui seront les dernières proposées sur le site internet, en tout cas, normalement, on va essayer qu'elles soient toutes signées par Bones, pour le coup. Ce qui pourrait être un petit cadeau bienvenu. Voilà. T'en proposes, t'en auras sur le stand sur demain à Tours? Je ne sais pas, on va regarder peut-être. On essaiera peut-être d'en choper 4-5 s'il y a des gens qui sont partants pour les prendre sur place. Donc, et puis tiens, petite précision, c'est vrai qu'on en parlait pour le festival de Tours. Tours donc, se déroule donc, le week-end du 20 et 21 septembre. Fred fera partie de nos invités avec Aurélien Morinière et Laurent Lefebvre. On va voir s'il y aura les bouquins, mais ce que j'allais dire, c'est que le livre donc, sort le 24 septembre, et pour le coup, les lecteurs qui avaient souscrit l'ont déjà reçu, certains depuis presque une dizaine de jours. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de retours. Ouais. Et ils sont quasiment, sauf un, quasiment sauf un, ils sont tous à 99%, ils sont assez surpris justement par la qualité du bouquin. Enfin, ils s'attendaient pas à ça, je pense. Beaucoup de gens ils disent mais en fait oui, je m'attendais à un truc mais pas aussi gros, aussi qualitatif, aussi épais, aussi et c'est quand même on ne l'imagine pas, mais quand on l'a en main, c'est un véritable bottin. C'est quand même moi quand tu me les as apportés à la maison, il y a 3 semaines maintenant, c'est en début du mois. Quand tu m'as dit tiens, j'ai fait ah la vache, ouais, mais en fait putain, mais hyper épais. Je pensais pas que c'était, je sais pas pourquoi, je pensais qu'il serait plus fin, mais en fait c'est un gros truc. Ah bah, j'avais dit que ce serait un gros pépère. Hein. Et malgré tout quand même assez léger. Dans le sens où il est maniable, parce que bon, la taille fait que c'est pas une intégrale franco-belge grande. Ça a quand même un format un petit peu plus grand que le comics, donc il est assez maniable tu peux le lire facilement sans te faire mal au poignet parce qu'il est il est quand même assez léger, je trouve. Et la reliure est hyper qualitative, ça c'est important. Ça, c'est surtout pour les bouquins qui sont épais. Les pages ont tendance à se détacher sur certains, si j'en ai à la maison, et finalement celui-là, ouais, voilà. Ça se détachera pas. Voilà, un tranchille, c'est important. C'est vraiment du très bon ouvrage. Et c'est un bouquin qui vieillira super bien, quoi. Ouais. Et même le choix de couleur du tranchille n'est pas anodin. Sachez-le, chez Comics Initiative, on aime bien les petits détails. Orange pour voilà, celui-ci, ça le permet de bien distinguer avec le dos toilé. Et je le remonte rapido. Noir sur
hop, le toilage orange, parce que bah, voilà, on fait un Mais petit... vraiment qualitatif dans tous les sens du terme, hein, au niveau du contenu, au niveau de la fabrication, bravo à l'imprimeur. Là, je dis, ça a quand même il a de la gueule. Il a vraiment une gueule pas croyable. Je ne pouvais pas espérer mieux. Ouais. Tant mieux en tout cas, voilà, on lui transmettra comme quoi tu es content, ça fera toujours plaisir à tous ceux et celles à la CPEC. Hein, et à toi aussi. Hein. Ouais, moi je dis toujours, si l'auteur est content, je suis content. Après, ouais, il y a toujours des trucs qu'on peut encore booster, améliorer. Mais ça, mais des fois, il ne faut pas en faire trop, parce qu'à un moment, on était parti dans des trucs. Est-ce qu'on va pas faire un titre façon métallisée? Est-ce qu'on va pas faire ceci, ça? Et puis finalement, on a reculé sur des trucs, parce que après, ça devient too much. À un moment, on s'était dit, on va rajouter 100 pages. Ah non. Ouais. Et encore, bon, les pages, oui, non, là, ça aurait fait un truc hyper gros, mais... Non, mais même en termes de visuel, là, ça reste sobre et classe. Il y a juste que ce qu'il faut pour que l'objet soit beau dans une bibliothèque. L'objet, c'est surtout parce que la BD, c'est bon, ok, c'est du contenu, c'est une histoire avant tout, mais c'est aussi ce qui fait que c'est choisi en librairie, c'est la couverture et c'est surtout l'objet, quoi. Il y a des gens qui vont aimer le dos toilé. Moi, j'adore le dos toilé, justement. Mais il faut justement trouver la bonne dose entre l'artifice qui va donner le côté waouh quand tu vas l'exposer en librairie, enfin pour le mec lambda, moi par exemple, quand j'arrive en te disant oh putain waouh, ça a l'air pas mal ça, donc tu l'as en main, mais il y a aussi l'effet waouh dans le sens où waouh là putain ils ont été un peu forts, ça, on a la limite du mauvais goût, quoi. S'il y a trop de maquillage au bout d'un moment. C'est ça, tout à fait. Donc là, on est vraiment dans l'effet waouh classe, dans le sens où ça reste, on est en retenue. Il y a le petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'embossage du titre là. C'est pas de l'embossage, mais non. Je me rappelle jamais du truc. Ouais, mais c'est pareil. C'est embossé, c'est dans l'autre sens, mais là c'est enfoncé en fait. C'est un marquage en creux. Voilà, le marquage en creux. Là, si j'utilise ces termes-là, l'imprimeur me comprend. Donc en fait, il y a le marquage en creux du titre, mais on aurait pu en plus en profiter pour faire un vernis sélectif sur le marquage en creux, mais on s'est dit non, les deux ensemble, ça va faire too much. Laissons le tout mat, et c'est le marquage en creux qui fera la différence. Et pour le coup, il y avait une petite question qui m'avait été posée concernant justement, on parle le côté influence en fait chez toi. Donc l'horreur est souvent très présente, hein, on ne va pas l'enlever, que ce soit dans Dessous, dans Blood Moon ou dans tout prochain projet. Et dans le prochain aussi. Ouais. Quel est ton lien affectif, on peut dire, avec l'œuvre de Lovecraft? J'en ai lu quand j'étais jeune et j'en lis encore. Là, j'ai tous les Gutanabe. Ouais, les adaptations, t'en penses quoi? Hein? T'en penses quoi de ces adaptations? Elles sont super bien, vraiment bien. Et ce qui... Alors, on pourrait lui reprocher à certains moments d'étirer aussi beaucoup, parce qu'il y a certaines nouvelles qui sont très très courtes, mais d'en faire des fois presque 2 pavés, tu fais bon. Mais on pourrait lui reprocher, mais la même chose, c'est des choses qu'on me reproche à moi aussi, d'avoir des personnages qui se ressemblent un peu. Des fois, tu as du mal à faire la différence entre certains personnages et d'autres. Mais sinon, au niveau de l'adaptation pure et dure, c'est dur de dessiner quelque chose qui est indicible, puisque en soi, c'est indicible, c'est indescriptible, tu peux pas. Mais je trouve qu'il se démerde bien. Il a des planches qui sont très impressionnantes et il arrive à rendre des choses vraiment glauques. Et moi, je sais que moi, je plonge. Il a beaucoup plus de qualité que de défauts. Hein. Ça te fait retrouver un petit peu. Tu trouves qu'il a réussi à conserver l'essence de ce que. Ouais. Écrivait, déjà, il a conservé l'époque à laquelle se déroulent les récits, alors qu'il y en a beaucoup qui adaptent et qui font des choses contemporaines, mais avec le même récit. Comme par exemple l'adaptation des couleurs pourpres, des couleurs tombées du ciel avec Nicolas Cage, qui n'était pas si mauvais. Voilà, hein, je suis d'accord, c'était pas mal en vrai. La fin est quand même très. Ouais, c'était pas mal. Cage, pour une fois, bon, il y a toujours un problème avec sa coupe de cheveux, mais c'est récurrent. On regarde un Nicolas Cage pour ça d'ailleurs, hein. Pour savoir quel coupe il va avoir. Mais...
Mais sans déconner, j'ai pas trouvé déconnante l'adaptation. Mais Watanabe, il s'en sort super bien, et d'ailleurs c'est pour ça, et j'aime bien d'ailleurs la façon dont est fabriqué le bouquin, le côté un petit peu faux cuir, tout ça. C'est une très belle, je crois que c'est Kuhn qui fait ça. Et non, en fait, oui, j'aime bien. Je les ai tous. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, je les prends. Donc c'est que j'aime bien. Ouais. Et donc il y a en horreur, il y a ça. Après, oui, Lovecraft, ça fait partie. J'ai fait du jeu de rôle quand j'étais jeune. Jusqu'à quand j'étais pas si jeune que ça d'ailleurs, pas si longtemps que ça. Et non, c'est un univers qui est très particulier. Et il y a une nouvelle qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Moi, je trouve qu'en tout cas, l'inspiration, l'influence de Lovecraft, on la retrouve régulièrement, même dans les différents. Principalement, je dirais même de façon plus marquée dans les deux premières parties de l'album. Ouais. Parce que la troisième, c'est plus à garder monde en fait. Ouais, c'est ça. Il y a plus de H.G. Wells qui est présent. Mais c'est vrai que non, rien que le début du deuxième arc, du coup, voilà, pour moi, c'est typiquement Lovecraftien. Ça m'a fait penser, tiens, à un bouquin, à une série de livres que j'aime bien parce que je trouve que ça fait la synthèse entre l'œuvre et l'auteur, qui est Lovecraft. C'est Le Providence d'Alan Moore. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as lu. C'est vachement, enfin en tout cas à mes yeux, c'est hyper intéressant parce que déjà c'est un Alan Moore qui connaît l'œuvre de Lovecraft, connaît un peu le côté biographie, etc. Je vois bien le bouquin, je vois bien comment c'est fait, mais je l'ai pas acheté à l'époque. Ça fait quoi, 6 ans que c'est sorti, un truc dans ce goût-là? Ouais, même plus que ça, les premières éditions début 2010, 2011, 2012, ouais. Et là, ils ont fait, c'est vrai qu'ils ont réédité dans au moins un volume unique. C'est extrêmement intéressant dans le sens où on suit un personnage qui finalement est une sorte de miroir de ce qu'était Lovecraft. Ses aspects les plus sombres, hein, évidemment, de sa personnalité quand même. Oui, assez controversé. Oui, clairement. Et tout en multipliant les clins d'œil, les lieux, les personnages qu'on est capable d'entrevoir on va dire dans l'œuvre complète. C'est une lecture qui, à mon sens, est vraiment intéressante, même excellente, je trouve, si on a aimé les œuvres et l'auteur, on va dire dans sa jeunesse ou à un moment de sa vie. C'est voilà, une petite extension intéressante si un jour tu as l'occasion de le lire. Si je le trouve, je t'en filerai un volontiers en petit cadeau. Si je tombe dessus, ça me fera plaisir. Il y avait un Métal Hurlant qui est sorti, un spécial Lovecraft, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et je crois qu'il y en a même un deuxième qui devrait arriver cet automne. Qui était annoncé dans l'un des derniers, donc j'ai envie de dire super. À voir derrière les interprétations. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire parce que il y a ce qu'a fait Lovecraft et il y a tous les auteurs qui ont continué à développer son imaginaire derrière, et il y en a une pléiade. Mais ça reste, effectivement, c'est une de mes inspirations. Après, il y a plein de choses comme ça. Hein. Ça ne vient pas forcément à l'esprit quand tu fais ABD. Tiens, je vais faire un truc façon Lovecraft. C'est juste que tu en as tellement lu, tu as tellement joué que ça vient naturellement, quoi. Quand tu as visité toutes les mines de Vauquois, ça, c'est un truc qui te vient tout de suite. Tu peux pas penser à autre chose. Tu ne veux pas faire un truc de super-héros là-dessus. Enfin, non, parce que tu te dis, forcément, les mecs, ils ont creusé je sais pas combien de sous-terre. Forcément, ils vont tomber sur un truc chelou. C'est une évidence. Peut-être que ça s'est réellement passé comme ça, d'ailleurs, on ne sait pas. Il y a toujours... que sait-on? Rappelons-nous quand même que déjà... plus tard, à la Seconde Guerre mondiale, on raconte beaucoup de choses sur les expériences faites par les nazis. Hein, donc, ça a donné lieu à pas mal d'inspirations, de sujets, de récits. Hellboy, d'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Après, Mignola, c'est tout à fait ça. Lui, c'est du Dieselpunk. Oui, c'est vrai. Ça se rapproche de ça, en tout cas. Dessous étant terminé, tu as entamé là encore ta grande tournée internationale, notamment à Tours, à Saint-Malo. On se retrouvera là-bas. Est-ce qu'on peut parler de ton prochain projet qui est peut-être Angoulême aussi.
tout est bon, on verra bien. J'habite pas loin, donc. Qu'est-ce que quoi? Donc moi, on peut parler un peu de Silure, ton prochain projet. Oui. Bah, Silure, il en est à ce stade-là pour l'instant. Gros travail de découpage que tu as débuté. J'en suis à la moitié du découpage, dialogue et découpage. Et c'est le prochain, c'est au label. Ouais, ce que je disais. C'est au label. Tu peux nous parler un peu du titre, un peu de quoi ça parle? C'est un. C'est encore une bonne grosse série B. Je pense que ça sortira encore sous label Low Reader. Même si je ne sais pas s'il continue Low Reader en tant qu'anthologie. Je sais que Ron, je pensais l'arrêter un moment parce que c'est fatigant et il voudrait bien finir son mode Afocase. Donc pour lui, c'était quand même mentalement assez fatigant de s'occuper de ça et de ça. Donc peut-être qu'il les laisse de côté. Maintenant, du coup, je ne sais pas si ça va sortir sous label Low Reader, enfin sous la bannière, on va dire, pas le label, mais sous bannière Low Reader, ou en standalone comme ça. J'en sais rien. Enfin, toujours est-il que ça sort là-bas. Et ça va être un format italienne. Voilà, je voulais juste montrer que déjà sur Blood Moon, en fait, tu avais les codes graphiques comme juste à gauche de Blood Moon, le logo du label, le logo de la collection Low Reader présente. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose qui sera présent ou non sur Silure. Je sais pas. Voilà, format à l'italienne, tu le disais. Je sais pas, oui, ou format à l'italienne, ouais, c'est pour avoir un côté un peu cinémascope, pour faire quoi. Vu que la bébête c'est quelque chose de très long, c'est difficile à caser dans des formats en hauteur. Donc ça va me permettre de faire des planches vraiment hyper larges, de faire des doubles pleines pages tout en longueur plutôt qu'en hauteur. Mais ça va être sympa. Et donc ouais, c'est une histoire un truc de série B, hein, comme d'habitude. Enfin, moi j'aime bien ce genre de truc, hein. Je suis pas très BD cérébral. Et ça me décharge l'esprit de faire ce genre de truc. Ça va parler d'un casse qui se déroule bien. Un flic qui détourne du fric. Et il va retourner chercher son magot des années plus tard. Enfin, c'était calculé. Et puis voilà. Et il va se passer des choses. Ça va pas se passer comme il veut. Voilà. Donc ça va mêler. C'est pas du shark movie parce que pour le coup c'est pas un requin, mais on va retrouver un peu cette ambiance de bébête aquatique qui niaque du vacancier et en même temps une petite affaire comment dire, de policière entre guillemets derrière. Donc voilà, ça va mêler deux genres de. Alors aussi peut-être un petit peu aussi une petite légende africaine derrière en fond. Mais voilà. C'est un gimmick qu'on retrouve notamment souvent chez Mignola, notamment d'aller creuser dans le folklore, les légendes entier. C'est un truc que tu veux essayer de t'amuser à faire, toi aussi, de ton côté Oui, mais parce qu'en fait, j'aime bien tout ce qui est folklore. Là, j'écoute beaucoup d'émissions quand je dessine, beaucoup d'émissions sur la cryptozoologie, les trucs, tu sais, tous les mecs qui délirent sur des animaux qui n'existent pas encore, sur le Yeti, sur le monstre du Loch Ness, sur le Sasquatch, sur les hommes lézards, il en existe plein. Hein. Tout ça, c'est un truc c'est fascinant en fait qu'il y ait autant de gens qui croient en ce genre de truc, et c'est des sources inestimables et intarissables en termes de scénario. Et même en film, tout ce qui est loup-garou, enfin maintenant c'est plus des loups-garous, c'est des dogman. Maintenant le terme a changé, c'est plus loup-garou, c'est dogman. Alors, je crois qu'il y a un truc de différent, mais le dogman, c'est pas un être humain qui se transforme en loup, c'est déjà une créature en soi. Ouais, c'est déjà un genre. C'est une créature qui est humanoïde, mais plus proche du chien de l'humanoïde, mais c'est pas une transformation, c'est pas une mutation. Et donc en fait, oui, il y a plein de gens qui sont persuadés d'en avoir vu, et il y a des tas de choses à faire là-dessus. C'est des trucs, c'est fascinant en fait. Tout ce petit monde de mecs qui cherchent absolument à prouver que ces créatures existent. Bon, c'est marrant, donc j'écoute beaucoup de trucs comme ça en podcast, et c'est marrant.
Donc ouais, c'est marrant de puiser ces scénarios là-dedans, de se dire tiens, il y a une idée, on peut peut-être faire un truc là-dessus. C'est mon côté série B, parce que même en film, je regarde beaucoup de merde. Et, et parce que ça m'amuse, ça me permet, je trouve qu'on s'évade plus qu'un film qui va essayer de te montrer la réalité. La réalité, tu la vis, tu l'as subie déjà. Ouais. Donc moi j'ai besoin d'un peu d'évasion. Et ça, je la trouve bien dans ce type de BD là, ou dans ce type de série ou de film. Donc ouais, en fait, j'ai envie de m'attaquer à tous les styles. C'est une question qu'on m'a déjà posée à l'époque de Blood Moon, d'ailleurs, quand je faisais ma tournée internationale. Quand je faisais la promo du truc, on me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu voudrais faire après? Mais en fait, j'ai envie de tout faire. De tout faire, mais traiter de la même façon, de traiter un peu série B, B-movie. Donc j'ai envie de faire un western, j'ai envie de faire un post-apo. Alors le post-apo, je l'ai plus ou moins fait avec la partie 3 de dessous. Mais j'ai vraiment envie de faire du post-apo au style western. J'ai un scénario d'ailleurs, qui est déjà quasiment fait là-dessus, qui se déroule à Paris en plus. Je te le ferai, je te le montrerai. Et qui devait se faire avec Xavier Henrion à la base. Mais bon, il est parti faire un truc avec des magiciens, je crois. Et j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire un truc avec un serial killer qui tue des gens autour d'un lac. Mais bon, ça, ils l'ont fait avec Jaune, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour moi. J'ai envie de faire, j'aurais envie de faire un truc avec des kaiju aussi, mais comment traiter ça de façon nouvelle, c'est pas évident. Enfin, j'ai envie de faire plein de trucs, tout ce que j'aime bien en fait, j'ai envie de le faire et de le traiter à ma façon, c'est normal. Donc là, j'ai fait les trucs de guerre, j'ai fait le truc un peu cthulhien, un peu Lovecraft. Là, j'ai fait mon thriller sanglant spatial, donc ça c'est fait. Le prochain, je vais faire mon shark movie sans requin, mais ça va être un peu ça. Donc ouais, tout ce qui est un peu série B, j'ai envie de me frotter à ça. Je pense pas que je ferai de grandes séries métaphysiques, mais ça c'est peut-être le seul truc. Je laisse ça à d'autres qui le font très très bien. C'est marrant que tu parles du traitement série B, tu vois, du côté un peu ciné que tu veux mettre aussi par la suite dans Silure. Je le montrais là vite fait pendant que tu causais, le temps que ça se cale et qu'il y a eu des petits bugs d'affichage, mais c'est pas grave. Sinon, sur Facebook, tu peux trouver une pré-couverture, je crois. Ouais, je m'en rappelle. Je vais essayer de vous la montrer entre-temps. Non, en tout cas, une constante que j'allais dire, c'est que dans la partie 3 de l'album, je trouve qu'il y a beaucoup plus de double pages, notamment de ce côté très splash page qu'on appelle à l'américaine. Donc, ça m'étonne pas que tu aies envie, tu vois, de passer sur un format à l'italienne qui, finalement, est une pure continuité de ça. C'est ça. Tes inspirations cinéma, ça me semble complètement raccord avec ce que tu nous as décrit. Pour la prochaine fois, pour Silure, je vais essayer d'avoir. J'aimerais bien avoir une préface de quelqu'un qui fait des films que j'apprécie. Bon, je ne dirai pas de nom parce qu'on ne sait jamais. Luc B. Non, pas lui. non, pas lui. Notamment pour son Dracula. Non, il a fait de très bons films à une certaine époque, mais maintenant c'est un petit peu. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a oublié. Voilà, c'était à 20. Ah voilà, ça c'est. Alors c'est une proposition, ça c'est la fiche du dossier. Hein. Ouais, mais c'est ce que je vais trouver vite fait, tu vois. Donc j'ai fait une petite maquette marrante pour envoyer ça à Run. Puis, mais ça montre bien l'intention de la chose. En fait, toute l'ambiance est là quasiment du truc. Voilà, un bateau, des plongeurs et une bébête. Et une bébête géante, de toute façon, c'est pas drôle. Pour résumer, de quoi sera fait la prochaine création de l'autre. Et ça se passe dans le Jura, donc en France. Et oui, une grande première. Et tu tables sur entre guillemets une fin de réalisation quand pour cet album? Pardon? Quoi? C'est bon, il n'y a plus de son. Je sais pas. Je sais pas, là, j'en suis qu'à la moitié du storyboard. Je pense que je vais entamer la BD, la réalisation des planches dans un petit mois. Le temps d'envoyer le storyboard au label.
et qu'on voit ensemble s'il y a des trucs à corriger ou pas. Quoique pour Blue Moon, j'ai rien eu à corriger en fait. Hein. Il m'a dit ouais, vas-y, débrouille-toi. Et donc après, il faut quand même, vu que je fais la couleur aussi, il faut bien une bonne grosse année et quelques hein, quand même, je pense. Je suis pas super rapide, hein, vraiment. Je dois faire 6 on va dire 6 planches par mois, hein. C'est pas beaucoup. Enfin, apparemment c'est la moyenne en franco-belge, mais pas dans le comics et pas dans le manga. Eux, ils taffent. Mais en même temps, ils sont pas tout seuls. Okay. T'as un mec qui crayonne, t'as un mec qui encre, t'as un mec qui fait des couleurs. Le problème, c'est que les figures qui scénarisent presque des fois l'histoire aussi. C'est un vrai boulot d'équipe hein, en réalité sur ouais, tout à fait. qu'en comics, où les personnes qui travaillent ensemble ne sont pas forcément au courant. Tout à fait. Et en fait, je pense qu'après, il y a beaucoup d'auteurs français de franco-belge qui bossent tout seuls maintenant, mais ça rallonge du coup là, à moins d'être une bête de travail, mais ça rallonge vraiment beaucoup. Enfin, les gens s'imaginent pas la charge de travail que c'est en fait. C'est beaucoup. C'est surtout que pour être concret, tu dessines pas la planche directe finale. Il y a beaucoup d'étapes de préparation qui sont nécessaires. Tu as fait 1, 2, 3, 4. Tu l'as fait 4 fois ta planche. C'est-à-dire tu l'as fait en storyboard, après tu l'as fait en crayonné, après tu encres, et après ton ancrage, tu fais ta couleur. Donc tu passes 4 fois sur ta planche, 4 fois sur ton album, autant dire qu'au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Surtout que toi, de ton côté, tu bosses en tradi, tu bosses sur papier pur, toutes les étapes. Sauf la couleur. Mais... Ouais. Et ce serait pas quelque chose qui dans un gain de temps, te ferait basculer? Je suis même pas sûr que ça me fasse gagner du temps, réellement. Ouais. Parce que le dessin, c'est le même, que ce soit sur... Je fais peu de ratures. En fait, mon crayonné, il est poussé dès le départ. Je sais pas si j'en ai. Si je le dis, je dois en avoir quelque part. Attends, je vais essayer d'en trouver dans l'album. Alors, ils sont pas beaux, hein, mais voilà. Voilà, un crayonné, ça ressemble à ça. Donc, ils sont quand même très proches de ce que sera le final. Ouais, oui, clairement. Il y a déjà les noirs sont déjà dedans, tout ça. Et du coup, j'ai juste quasiment qu'à repasser ce que j'ai fait. Bon, elle améliore un petit peu, mais qu'à repasser. Donc, en fait, je fais pas de rature. C'est-à-dire que c'est fait. Hop, j'ai plus qu'à une planche. Alors bon, c'est pas un dessin hyper technique, j'ai pas un dessin de ouf de la mort qui tue, mais une planche, un ancrage d'une planche, je le fais dans l'après-midi, c'est fait. Hein. Donc voilà. Après, ce qui prend vraiment beaucoup de temps pour moi, c'est la couleur, parce que j'essaie d'évoluer en couleur. J'étais pas très balèze au début. Quand je vois ce que certains font en couleur, je me dis, oh putain, les mecs sont super, c'est incroyable. Et donc j'essaie d'évoluer en couleur, donc je teste beaucoup de choses. Là où je teste peu de choses en dessin, je teste beaucoup de choses en couleur. Ouais. Alors ça se voit pas forcément, mais pour moi c'est déjà un énorme boulot. Mais pour moi tout le boulot se fait déjà à la base au crayonné. C'est pour ça que je pousse mon crayonné à fond pour que j'ai moins de boulot après. Et donc ouais. Mais donc pour moi ce serait un peu la même chose de faire ça en numérique, que ce soit sur feuille ou machin. Sur feuille ou sur tablette, ça revient même. Ton crayonné, tu l'as, il faut quand même que tu le fasses, il faut quand même que tu le scannes. Si tu fais ton crayonné tu peux aussi faire ton crayonné sur écran, mais il faut quand même que tu le réancres et il faut quand même que tu le colorises. Donc pour moi, je pense que ça sera la même chose. Ouais, puis avec du numérique, tu peux pas vendre les planches. C'est quand même une source de revenus supplémentaires pour un dessinateur. Oui, c'est vrai. Mine de rien. Ou même tout simplement présenter leur travail en galerie. C'est ce qui va se passer là dans pas longtemps. Les planches de 2 sous 3 seront en galerie le 9 à acheter de l'art à Bordeaux. Le 9 octobre. Ouais, le 9 octobre. Pas le 9 septembre, oui. Le 9 octobre, une sélection de planches. Alors, je ne sais plus, il y en a une 20. Pendant combien de temps, tu sais? Un mois ou deux, je ne sais plus exactement. Mais il y a le temps. Et elles sont en vente aussi. L'année dernière, j'avais vendu, on avait fait aussi une expo pour celle de Blood Moon. Et elles sont quasiment toutes parties. Je crois qu'ils m'en ont rendu 3 sur la section entière. Et donc c'était cool.
Ouais, et elles sont toujours très cool, les planches de Fred, parce que notamment, j'ai eu la chance de pouvoir en acquérir quelques-unes, puisque Fred avait Ah, celle notamment. de Paria? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Fred a réalisé une séquence dans Paris à deux là. Ah oui, mais t'as tout même d'ailleurs, non? Bah ouais, j'ai craqué mon PEL, comme on dit. Voilà. Bien protégé en plus, si un jour vous commandez directement auprès de Fred. Tu pourras les Ah, c'est revendre dans 10 ans, peut-être que ça. Ah oui, oh là là, oui, c'est vrai. Je les avais oubliées, celle-là. Celle-là, elle est sympa. Je suis pas fier de toutes, hein, mais comme d'habitude, de toute façon, quand je les regarde. Ah oui, ça, je me rappelle, Tony il m'avait dit, mais t'as mis Clang, mais normalement, il n'y a pas de bruit. Ah, je dis, ouais, si tu veux, je l'enlève numériquement. Et puis il m'a dit, ouais, non, mais vas-y, c'est bon. donc, non, non, pour Ah, expliquer. c'était sympa, Ouais, ces petits segments dans Paria, là. ouais, puis À écouter avec la musique, là. C'était bien, ça. ouais, c'est ce que j'allais expliquer dans Paria. En fait, depuis le tome 2, il y a des petites péripéties musicalisées, des séquences en quelques pages, sur lesquelles on a un petit QR code pour pouvoir écouter une petite musique qui va finalement se dérouler en même temps Ouais. qu'on lit les pages. Et, pour le coup, on a eu le plaisir que Fred prenne le temps de les faire, sachant qu'en plus, bah, il y avait. C'était à quel moment, je sais plus, tu finissais Blood Moon et t'étais Ouais, à bah fond. oui, j'avais plein de trucs. Pendant Blood Moon, j'avais ça à faire. J'avais aussi un segment sur comment c'est un truc de guerre qui était une commande pour l'armée. J'avais beaucoup de choses à faire et j'étais un petit peu débordé pendant un moment, mais bon, ouais, je l'ai fait. Mais Ouais. En tout cas, c'était super. Voilà, moi j'ai bien aimé déjà bien. d'une. En plus, j'aime beaucoup Paria. C'est comme ça que j'ai découvert Boris. Oh. Que Je des le connaissais rencontres. pas avant. Et enfin, je le connais pas en tant que personne, mais par contre, je le connaissais pas en tant que dessinateur non plus. Enfin, je connais pas tous les dessinateurs, pas parce qu'on est On aura dessinateur l'occasion de qu'on vous voir à commande. Saint-Malo, ne t'inquiète pas. Ah, cool. Et du coup, j'aimerais bien. Ça, c'est un mec avec qui j'aimerais bien bosser en tant que scénariste, pas en tant que dessinateur, mais bon, il est très occupé, je pense. Ah bah oui, Boris, c'est un forçat de boulot et c'est vrai que on va juste profiter de l'allusion à Paria de la série de Tony Emerio et Boris Bezelin pour dire que l'album, le troisième volume, il est enfin terminé. On l'a Bientôt. terminé début septembre Ouais. et il sera en exclu normalement au festival de Château-Gontier et donc que vous pourrez également retrouver les auteurs hackés des bulles, donc avec Bones notamment pour vous présenter le tome 3 en avant-première puisqu'il sort normalement mi-novembre. Et ce Ah, cool. sera, là encore, vous verrez un beau bébé, parce que Bah, la collection, elle est belle, hein. on passe quand même Euh, de 128 pages à 144 et le troisième fait 192 pages. Comme j'aime bien dire aux auteurs, on n'avait pas dit que ça augmente en fait. Le quatrième tome, il va faire 300 pages. Qu'est-ce qui se passe? Donc, non, vous verrez en tout cas, c'est voilà, un bel album qui va arriver dans quelques semaines, donc c'est très cool. Voilà. Quand vous allez lancer l'intégrale de Paria, ça va faire un truc comme ça. C'est une brique. Ça va être une Ah vraie ouais, mais brique, ça vaudrait le notamment. coup. Ouais, ouais, en vrai, C'est un on truc y tentant. réfléchit. En fait. C'est vrai que le sujet des intégrales se pose toujours à un moment, notamment pour les séries, parce que quand on a plusieurs tomes, et a fortiori Paria sera en 4 tomes, en tout cas, c'est annoncé depuis le début comme ça, faut voir que sur le long terme, c'est maintenir 4 références, donc 4 références pour des libraires, 4 stockages, et ce genre de choses fait que, bah, à mesure que les livres s'épuisent, est-ce qu'on réédite chaque volume de façon permanente ou est-ce qu'on Mm. compile le tout? D'un point de vue technique, c'est vrai que c'est des vrais sujets en tout cas qui se posent et comme on peut l'avoir aussi d'ailleurs avec une série comme Les Contes du Givre de Jocelyn Billard. Ouais. C'est toujours dit, bah, une fois que le titre arrivera, on va dire, à épuisement des 3 tomes, bah, Ça sert à rien de les ressortir un par un, il faut mieux faire un gros tome en fait. c'est ça. Et puis on sait qu'il y a ce sont pas forcément en plus les mêmes lecteurs qui vont découvrir le titre et Mm. ce sera intéressant. Bah, il Donc, y a beaucoup de gens qui se disent, alors malheureusement parce que ça empêche certaines séries de survivre, mais il y a beaucoup de bah, gens qui disent ah ça j'aime bien mais j'achèterai quand ce sera fini. Bah, ouais mais le problème c'est que si t'achètes pas maintenant, il y a des chances qu'il n'y ait pas de fin, quoi. Mais bah, c'est ça, et en vrai, on a beaucoup, beaucoup de titres qui malheureusement subissent un petit peu cet effet-là. Moi, je dis mm, toujours que mon but initial, là je parle pour vraiment chez Comics Initiative, l'idée c'est que chaque lecteur qui, par exemple,
prends Paria, on va prendre l'exemple des contes de Gilles, parce que c'est des sujets sur lesquels j'ai déjà échangé avec les auteurs. Pour moi, ce sont ceux qui auront eu le plus de contenu. C'est-à-dire qu'un tome qui fait 150 pages, il y a peut-être 20 pages, un récit, des bonus, etc. Bah, si un jour on fait une intégrale, ces bonus-là ne seront pas dans l'intégrale, parce que voilà, c'est plus la même optique du tout. L'idée, c'est vraiment de se dire que merci au premier lecteur qui était là pour soutenir les récits, et que si après on fait une formule complète, Comme la crêpe. C'est exactement ce que je pensais. C'est dire, ou alors un kebab, salade, tomate, oignon. Voilà, donc on parle de bouffe. Ouais. L'idée, c'est de se dire que tous les petits trucs qu'on avait mis à côté, qui pouvaient être très cool, des galeries, des fanarts, de galeries de fanarts, etc. Après, tu peux tellement piocher dans ce qui a été fait pour la construction d'un bouquin que tu peux même proposer du bonus qui n'a pas été édité avant. Hein. Ça, tu trouves toujours dans tout ce qui est croquis et machin. Ouais, en fait, ça dépend. Faire un bouquin entier sur dessous et tout aussi épais uniquement qu'avec que les je vous confirme, si vous voulez un livre sur les off de la création pour Bones, il en a énormément, il a conservé énormément de matériel, donc il pourrait en faire un. C'est vrai. Oui, oh là là, on pourrait sortir rien que le tome 3, on pourrait les sortir uniquement j'ai gardé tous les crayonnés. Et on pourrait faire ça, un tome page crayonnée. Ce genre de choses avec oui, mais après c'est, je sais pas si ça vaut le coup d'investir de l'argent là-dessus plutôt que dans une nouvelle histoire ou un nouveau truc comme ça. J'achète pas je suis pas client d'artbook. Ouais. C'est étonnant, hein. Je crois non, j'ai pas d'artbook à la maison d'ailleurs. Si, le seul truc qui s'apparente à ça, c'est des petits formats, je crois, de Franquin, une histoire courte de Franquin, qu'ils ont sorti en grand format pour le coup, mais je crois que c'est les petits formats, où ils montrent la planche, et la planche ancrée d'origine, scannée, machin, avec les scotch et tout ça. Et à la fin, tu as même les crayonnés. Et je crois que c'est le seul truc qui s'apparente à un bouquin, entre guillemets, making of art que j'ai. Sinon, je suis pas super, je suis pas grand lecteur de ça. Ouais. Si, j'en ai en film. Par exemple, j'en ai sur Star Wars, ce genre de choses, les gros trucs de Tasken quand ils ont sorti. Mais sinon, non, je sais pas. Je trouve que je comprends les gens qui aiment, hein, parce que c'est sympa à regarder, mais c'est pas un truc que je vais rouvrir. Je vais les avoir vus, ok, je les ai vus, c'est bon, je vais les ranger. Alors qu'une histoire, avec une BD, avec une histoire, effectivement, je la prends, et je vais la ranger. 3-4 ans après, je vais la ressortir. Tiens, ça, je l'ai pas bouquiné depuis un bout de temps. J'en ai oublié à moitié, et je le relis avec autant de plaisir. Quoique des fois, ça permet aussi de faire le tri, de se dire, ça, finalement, c'était pas terrible, allez hop, direction la médiathèque. Ça m'est arrivé sur pas mal. J'ai fait un gros nettoyage le printemps dernier, justement, avec pas mal de BD. Je dis, bon, ça, est-ce que je vais le lire? Non, allez, hop, médiathèque. Allez. Ou boîte à livres. Comme ça, tu fais des heureux. Mais par contre, ça permet de conforter vraiment sur ce que tu veux garder. Il y a des bouquins à moi, là, Blood Moon, je l'ai pris, les médiathèques. Allez, dessous, il y en a un nouveau qui sort bientôt, là, allez hop, médiathèque. Je les ai déjà lus, je m'en fous. Ouais, je les ai déjà lus, en plus, c'est pas terrible. L'auteur, il est con, je peux pas le saquer. Mais non, mais sans déconner, mais non, je suis pas très hardbook. J'aime bien quand c'est inclus dans une intégrale ou dans des BD, à la fin, c'est toujours sympa d'avoir ce petit supplément en te disant, bon, après avoir lu le truc, tu dis, bon, super, ça a été fait comme ça, c'est intéressant, en plus t'as un mot de l'auteur, tout ça. Mais par contre, dans un gros bouquin séparé, en plus, ça regroupe plusieurs de ses œuvres, dont plusieurs bouquins, plusieurs références. C'est des bouquins de gros fans, je dis toujours, c'est intéressant, mais faut vraiment être très fan de l'auteur pour ça. Pour pouvoir... Mais je vois qu'il y en a certains sur Ulule qui font leur spécialité, c'est ça. Ils ne sortent que des hardbooks, que des fanarts, que des bouquins de fanart. Et les mecs, ils se font ils récoltent des sommes astronomiques. Et alors, est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils ont les licences pour tout ça? Encore un débat qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Ça tiendra le temps que ça tiendra, comme on dit. Les
Mais je vois des sommes, des 60 000, 60, presque 70 000 balles pour certains bouquins. Tu fais, mais comment c'est possible, quoi? Je veux dire, je comprends pas. Elle a les licences pour exploiter tout ça, cette personne? Je suis sûr que non. Mais il y a tellement de trucs dedans, tu te dis c'est pas possible. On a bien vu un livre dérivé d'un des objets de One Piece autour des fruits du démon chez une maison d'édition qui l'a fait sur Ulule, récolté plus de 500 000 euros. Pour moi, c'est très ambivalent parce qu'au final, on invente quelque chose en disant je m'inspire d'eux, mais bon, c'est pas vraiment ça, mais on remercie l'auteur. J'ai trouvé ça assez rigolo. Bon, c'est la libre interprétation, c'est pas moi qui la jugera en tout cas. Si ça doit être non, jugé. puis après, on ne fait pas dans la délation, hein, c'est pas le sujet. C'est que moi, ça me sidère un petit peu. Je me dis bon, putain la vache. Et on va peut-être comme ça pouvoir dire que tu vas te lancer dans Enfer Boy, une série. Oui. Voilà, allez. Oui, mais c'est pas la même chose. Voilà. Peut-être, oui, mais non, il est bleu là, celui-là. Mais après, ouais, je sais pas, ouais. Mais bon, après, moi, tant que ça ne me touche pas. Et encore, même si un jour je faisais ce qui n'arrivera pas, mais si dans une vie parallèle, si dans un univers parallèle, je faisais une grosse licence, est-ce que je serais le premier à aller dire oh, toi, t'as pas payé les droits? Oui. En vrai, moi je dirais. Quelque part, ça te fait de la pub. Bah oui, c'est ça en fait, c'est cette espèce de tolérance qui existe autour. Après, bon, on peut dire que voilà, c'est comme ça. Écoute, en tout cas, merci Fred. Hein, on est à peu près dans la temps en pot. Et je voulais même dire, tant que j'y pense, que ça me fait marrer aujourd'hui de se dire qu'on a sorti dessous, sachant que tu étais déjà présent dans le premier bouquin de Comics Initiative avec l'illustration qui était présente dans Kirby Enemy. Donc ça me fait marrer comme ça de voir que finalement, d'un premier échange essai sur juste une illu, finalement on en vient à publier l'intégralité de la série. Donc ça c'est cool. C'était grâce à Miss Soul, ça. Ouais. C'est lui qui m'avait dit tiens, j'ai un plan, je suis bon. Et puis ouais. Et peut-être que c'est avec lui qu'on reviendra chez Comics d'ailleurs. Ah il t'attend, je crois, mais il sait qu'il doit être. Moi, je lui ai dit après Silure. Mais il faut juste qu'on revoie pas l'histoire, parce que l'histoire est super bien, le truc, mais il faut qu'on voit le nombre de tomes. Parce que 4 tomes, ça fait beaucoup. J'ai pas envie d'être bloqué sur. Vous l'aurez compris, Bones est en garde alternée entre label et. Voilà. Moi, je préférerais un gros bouquin, éventuellement, une forte pagination, avec un récit complet. Et comme ils ont fait là. Comment il s'appelle ce bouquin? Ah ouais, ça fait partie des derniers comics que j'ai lus. C'est une nana qui revient, qui va tuer la mort là. Une nana qui va tuer la mort. Mais oui, si. C'est même la mort ou un truc comme ça. Putain, non, ça sonne très Corbéran, ça. Donc c'est pas ça. Ça me vient pas. C'est une nana dont on tue la fille ou un truc comme ça au début. Et en fait, elle se décide à aller tuer la mort elle-même et elle va la chercher. Et elle traverse tout l'ouest des États-Unis, c'est un western. Tu l'as pas vu passer, ça? Ah, tiens. Est-ce que pas même la mort ou un truc comme ça? Aucune tombe assez profonde? C'est ça. Eh bien, bravo Jobix, alias Jocelyn Billard, qui a trouvé. Bravo Jocelyn. Moi, je suis très mauvais en name dropping. Quand je cherche un truc, je trouve jamais. Et message d'Aurélien, c'est toi qui tues la mort, Bones, évidemment. Non, moi je tue rien du tout. On est des petits artisans, hein, on essaye de faire, mais ça sera mieux. Aurélien Morinière? Ah oui. On s'est croisés vers Limoges, là. Non, ouais. Oui, si, c'était ça. Hein. C'était un. Oui, je crois que c'était ça, on s'est croisés. Il y avait Loisel, il y avait tout ça, il me semble. Et c'était cool. Vous allez vous croiser. Non, lui, il tue pour de vrai. Moi, à côté, je suis petit. Mais un jour, je vous rattraperai tous. Je serai maître du monde. Je serai vizir à la place du vizir. Calife à la place du calife. Mais ouais, non, c'est gentil. Et puis, oui, donc, ouais, peut-être retour chez Comics Initiative après Silure.
avec un projet de western fantastique aussi. Il n'y aura pas de mort-vivant, il n'y aura pas de Lovecraft. On sera plus dans le steampunk. Hein? Il y a des petits aspects que tu aimes bien aussi. Ouais, il y aura du steampunk. Voilà. Du steampunk, c'est juste qu'avec Missile, il faut qu'on réduise le pack 4 albums en un gros. Parce que c'est moi en fait, hein, c'est parce que j'ai pas envie d'aller sur 4 albums. J'ai envie de faire éventuellement un gros, peut-être une suite si les gens la demandent, peut-être se laisser une porte ouverte, mais une grosse histoire sera bien. Pas s'empêcher de faire un 200 pages par exemple, pourquoi pas, ça c'est pas trop le problème. Après, même s'il faudra que la paye auteur soit à la parce que 200 pages ça fait 2 ans et demi, donc voilà. Mais je me m'interdis pas de faire, qu'on s'interdise pas à faire vraiment un gros tome, un gros truc. Ouais, voilà. Il y a peut-être la solution, tu vois, d'avoir des séquences illustrées par d'autres, tu vois, des choses comme ça. Ouais, aussi, ouais, mais oui, je pense qu'on va peut-être aller là-dessus, faire un peu comme on a fait avec l'intégrale de dessous, là. Oui, faire des petits trucs. Paria fait pareil. Paria aussi, ouais, comme Paria aussi. Mais sur un gros tome, pas sur. Je pense que. Pas sur un segment, ouais. Le truc, c'est que le manga a habitué. Alors après, je sais qu'on n'a pas le même lectorat. Hein. C'est pas du tout le même lectorat. Mais le manga a habitué le lectorat à des parutions rapides. Ouais. Très resserrées. Et je sais que même les lecteurs franco-belges maintenant commencent à s'habituer à ça aussi et ont de plus en plus de mal à attendre 1 an et demi, voire des fois 2 ans que la suite sorte. Alors je sais qu'il y a pas mal de boîtes d'édition qui attendent que le premier soit fini, que le deuxième soit presque fini et sortent quasiment tout à 1 mois, à 2 mois d'intervalle. Donc c'est aussi une solution. Mais la solution, c'est aussi, comme beaucoup de choses sont actuellement, c'est de faire des tomes assez épais avec une seule et même histoire. T'as tout. Et puis comme ça, ça permet au dessinateur de passer à autre chose, à un autre univers, et au lecteur d'être content parce qu'il sait qu'il a la totale. Il l'aura payé un petit peu plus cher peut-être, mais au moins il a la totale et il a un bel objet. Donc, ouais, on voit quand même il y a une réelle appétence des lecteurs en fait pour les one-shots, les volumes. Je pense aussi, ouais. Faut voir, au label, ils ont commencé il y a un bout de temps avec les titres, avec les titres de Mathieu Bablet, qui sont quand même des pavés, en gros format pavé. Je ne me rappelle plus, mais la pagination, c'est quand même une sacrée pagination. Le Hawkeye qu'ils ont sorti aussi, qui est une sacrée pagination aussi. Mais je pense que Saint-Elme, ça marcherait aussi. Alors c'est pas chez eux, mais Saint-Elme en forte pagination, même chose. Mais je pense que il y a une appétence des gens qui vers ça. Après, il faut que. De toute façon, le marché est en train de muter, hein, ça se voit vraiment énormément. Déjà, le lectorat se rétrécit parce que l'âge, il vieillit aussi. Et c'est très difficile de toucher le public. C'est excessivement difficile de toucher le public qui lit des BD, donc des mangas actuellement, parce que les mecs n'en sortent pas. Ils sont dedans, mais c'est très rare quand ils vont voir ailleurs. Il y en a, je ne le dis pas, hein. Mais je lis du manga, je lis d'autres choses, mais malheureusement, dans toute la génération actuelle, c'est très dur de leur faire lire autre chose. Ils sont dans leur série, dans leur truc, et ce qu'il y a à côté, c'est très rare. Si c'est pas du manga, voilà. Ouais. Et d'aller toucher ces gens-là, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est excessivement rare. Donc je pense qu'il faut pas que je m'embarque vers ça. Je pense que le comics, apparemment, c'est d'après ce que tout le monde parle du comics super-héros, ça apparemment c'est en dégringolade en France. Ça se casse la gueule. Je sais pas qu'en France, et puis c'est assez logique en réalité. On est sur des univers qui sont continus, en continuité quasi permanente, où soit tous les 3, 4, voire 5 ans, on refait les origines des personnages en changeant un petit peu quelque chose. Ils sont presque en fait à la recherche d'une sorte de recyclage de lecteurs en disant on a réussi à garder l'intérêt pour Aurélien qui dit il a tendance à préférer les one shot ou les diptyques à la limite, mais il a raison, il a tout à fait raison. Je pense que maintenant les séries au long cours du style, je sais pas, il y a quoi, qu'est-ce qui vient par la tête? Christophe Beck en a fait pas mal de séries très longues entre Prométhée, Carthago, tout ça.
Prométhée qui était trop longue pour moi, mais j'avoue qu'il m'a un petit peu perdu au bout d'un moment, ce qui est dommage. Carthago, moi, Prométhée un peu moins, j'ai trouvé c'est pas mal, mais Carthago, je trouvais que c'était Carthago est trop long. cool. Ah ouais, j'aime bien. Moi. Ouais, moi je trouve que Frontier ça était tire un cool. peu. Mais bon, ça reste toujours plaisant. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même attendre 1 an et demi entre chaque album, voire peut-être des fois plus. Et c'est super étonnant que c'est tenu. Il a une grosse fanbase, donc c'est étonnant que c'est tenu jusqu'à Prométhée, il y avait une alternance aussi par des dessinateurs. dessinateurs. Ouais. Bah, Carthago, je crois qu'ils en sont 3e dessinateur aussi. Ouais. Il me semble, hein. Bah, je veux pas dire de bêtises. Mais bon, lui tient sa barque super bien et il a une bonne fanbase. Beck, et là, je dis, je tire mon chapeau, ça reste quand même très qualitatif. Ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les séries. Mais je pense que au niveau lectorat, les gens ont de plus en plus de mal à suivre des séries qui sont très longues. Parce qu'ils ne veulent pas attendre. On est comme tout le monde, hein. On a une petite dose d'impatience. Puis on voit que les comics, t'en as souvent. On voit que le manga, bah, tous les mois, t'as ton manga. Voilà. Bah, mais je pense que pour le dessinateur franco-belge, entre guillemets, l'adaptation va être très 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 dure. À moins de rebosser en studio, ça va être très très dur. Donc je pense qu'effectivement, la solution, c'est de faire du diptyque, au maximum du diptyque, ou des gros pavés. Ouais. Je pense qu'on tend vers là. Plus facile à adapter, plus facile à réaliser. Personne ne t'attend, puisque de toute façon tu le sors. Tu l'as teasé un petit peu avant, mais personne n'est au courant que tu vas sortir ton pavé. Mais quand tu le sors, voilà, il est sorti. Mais il n'y a rien après, tu peux passer à autre chose. T'as pas une attente derrière, dire oh bon, quand est-ce qu'elle est la suite de Bidule? Oh putain, il faut encore un an et demi, et puis la suite encore 1 an et demi après. C'est vrai que le binge-watching qu'évoque Jocelyn dans les commentaires fait que ça n'a pas habitué les gens à de bonnes choses aussi. C'est vrai. Vous pouvez mater l'intégralité d'une série, donc le binge-watching. Ce que dit Job underscore X, c'est que binge-watcher une série aussi, ça habitue à avoir tout maintenant. Quoique maintenant, sur les plateformes, je sais pas si tu as regardé, ils te balancent pas toute la série d'un coup. Ils te balancent un épisode par semaine. Donc ils reviennent à un côté série. Ou alors 4 épisodes, et puis 1 mois et demi après, les 4 suivants. Ce qui permet aussi de se recréer soi-même son propre programme de diffusion, ce qui est quand même peut-être plus. Mais de toute façon, tout maintenant, on est des vieux cons parce que effectivement, c'était un peu plus lent, c'était un peu plus slow life avant. Maintenant, avec le numérique, c'est que tout doit être rapide, tout doit être instantané. On le voit dans tous les réseaux sociaux, on le voit dans Twitch, on le voit sur TikTok. Même les réseaux sociaux, ils sont utilisés 1 an, 2 ans par la Gen Z. Ou même la alpha, donc la nouvelle, et les réseaux, au bout d'un an et demi, à peine, sont déjà dépassés, quoi. Ils en veulent plus parce que c'est trop vieux. Il faut que ce soit encore plus réactif, encore plus court, plus je sais pas, bientôt il y aura quoi? Il y aura une lettre ou 2 au maximum sur le truc que tu liras, et il faudra que tu décryptes. C'est un peu là, je me suis fait un compte sur Thread, et j'ai trouvé ça à chier, mais vraiment à chier. Je dis putain, mais c'est de pire en pire, quoi. Je dis, voilà, tu lis des machins défilés, finalement peu d'images. Moi, l'intérêt il est où? Donc du coup, bah, je pense que je vais virer le truc parce que ça me gonfle. Tu n'es pas fait pour des réponses en 140 signes. Alors, perso, quand les séries sont trop longues sur écran, en tout cas, je trouve que les personnages deviennent moins bien écrits. Bah oui, ça c'est clair. On en parlait tout à l'heure. C'est exactement ça. Bah ça c'est le problème du high concept en fait. C'est que les mecs ils ont un concept de fou à la base, mais qui tient bien sur 2 saisons. Et t'aurais 2 saisons qui seraient vraiment super bien. Le problème c'est qu'après c'est pas je pense pas que ça vienne des concepteurs, ça vient des diffuseurs. Ça vient des chaînes de télé ou des éditeurs hein, pour les bandes dessinées qui te disent oh putain ça marche bien, on en parlait tout à l'heure, ça marche bien, bah essaye de diluer un peu ton scénario, tiens développe ce personnage là, il est secondaire mais je pense que ça serait intéressant de savoir comment il est arrivé là, alors qu'en fait tout le monde s'en branle. C'est bien de garder une part de mystère des fois sur certaines choses. Mais oui effectivement. Faut pas tout. Bah voilà, il faut jamais donner toutes les réponses, exactement. Mais ça, j'ai eu le problème
C'est une question que j'ai eu beaucoup avec Blood Moon, où les gens, pas mal de personnes étaient déroutées par la fin. C'était là, oh, ta fin, elle est quand même super chelou, on comprend pas tout, machin. Je sais, bah oui, mais le personnage, même chose, il comprend pas tout non plus. Hein. Donc, j'ai pas à vous dire ce que vous devez comprendre. Quand t'es balancé dans une série, quand t'es balancé dans une bande dessinée, t'es un peu à la plage du personnage qui t'es tout aussi spectateur et tu reçois les choses de la même façon que le personnage principal ou que les persos principaux. Eux, on leur donne pas les clés. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça. Ils n'ont pas tout à comprendre comme ça. C'est marrant que tu dises ça parce que dans chaque tome de dessous, au final, on peut presque commencer à arriver là d'un bloc sans avoir lu le précédent, en fait. Oui, ça peut être... oui, tout à fait. Ouais, il y a quand même le 2. Le 3, t'es pas obligé d'avoir lu les premiers. Le 2, je pense que si t'as pas lu le 2, tu comprends pas trop comment t'es arrivé au 3. Mais en tout cas, tu découvres un contexte qui n'est pas réjouissant et dans lequel tu te trouves embarqué immédiatement. Oui, voilà, là tu peux te dire, ok, bon, il s'est passé un truc, Paris est comme ça, bon, c'est plus ou moins évoqué après. Mais ouais, le 2, du coup, ouais, tu peux te passer des deux premiers, sans lire le 3 en passant des deux premiers. Ou tu peux lire le premier d'ailleurs en passant des deux autres aussi. Par contre, le 2, je pense pas qu'il puisse se passer du premier ou du 3. De toute façon, Fred, la question ne se pose pas puisque tout est... les trois parties sont réunies dans cette magnifique album. Voilà. Exactement, édité chez Comics Initiative, très bon éditeur de surcroît. Et qui ne se fout pas de votre gueule quand il sort un bouquin. À tous les niveaux, au niveau du prix, au niveau de la qualité, moi je dis bravo. Hein. C'est bien d'avoir tenu là-dessus. J'espère que les gens qui auront baqué sur ce bouquin, qui auront attendu, parce que je sais qu'il y a eu des impatients, et c'est normal. Ouais. C'est de ma faute. Hein. C'est pas de la faute à Comics Initiative. Les Comics Initiative, ils reçoivent les planches et puis ils font le bouquin une fois qu'ils ont tout reçu. Donc s'ils n'ont rien reçu, c'est de ma faute. Mais ça a été long, mais c'est à cause de moi. Mais c'est parce qu'on voulait vous faire un truc, quelque chose de beau. Ouais. Donc il y a eu de la réflexion, il y a eu du boulot. Ça a mis du temps parce que j'ai été occupé, parce que j'avais des choses à finir, des choses à faire avant de me mettre pleinement à ça. Mais j'espère qu'on vous a fait j'espère que vous a fait un très très beau bouquin. En tout cas, moi j'en suis content et j'espère que les gens qui vont le recevoir vont faire, quand ils le recevront, feront waouh. J'espère, voilà, déjà, ce que j'allais dire, je vais déjà remercier énormément les soutiens sur Ulule qui ont patienté et qui ont gentiment, en tout cas, patienté. Ça c'est cool parce que c'est vrai qu'il y a un gros boulot. Puis tu le disais, il y a toujours des petites choses à faire à droite à gauche, mais ça c'est le quotidien aussi d'un auteur de BD. C'est on ne fait pas 100% de sa journée que sur une planche. On a aussi des fois des interventions. On peut très bien avoir une mission en fait, par exemple une affiche à réaliser, des choses sur lesquelles on est sollicité. C'est très souvent ça. Et ça, c'est mine de rien, c'est pas des choses qu'on fait à la va-vite. Et c'est des éléments qui vont s'agglomérer au poids de boulot qui est déjà l'avancement d'une BD. Et ce qui fait aussi que ça allonge forcément le temps de production d'un bouquin. Et pour le coup, on n'est pas sur une petite pagination avec dessous. Je rappelle que le tome complet en fait 304. Donc, il faut imaginer que le boulot aussi s'est fait en conséquence. Donc, ça veut dire relire les deux premiers, corriger des choses les deux premiers, dont une fameuse date, entre autres, rajouter des petites choses là, refaire la colorimétrie, adapter la colorimétrie au papier, parce que le papier n'est pas le même. Penser à ce qu'on va mettre, c'est aussi faire les trois petites histoires, mine de rien, c'est 3 petits scénarios, mais il faut les faire. Tout ça, et puis qu'on se mette d'accord sur le papier qu'on va utiliser, sur ce qu'on va mettre dans les bonus, ce qu'on met dans l'un, ce qu'on met pas dans l'autre, et inversement. Et puis voilà, il faut remercier moi je remercie toutes les personnes qui ont remis la main au pot, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru au projet sur Sandawe et qui avaient déjà acheté le premier tome, le deuxième tome, et qui avaient misé pas mal sur le troisième et qui n'ont pas revu leur argent. Ah ouais, ça n'avait pas été récupéré en partie pour certains, mais pas la totalité, je crois.
Moi, je sais que j'ai jamais rien récupéré. J'avais misé sur je sais plus quel projet, je me rappelle plus parce que ça fait très longtemps. Et je crois que c'est peut-être bien le tome 3 de Toxic Boy. Mais j'ai jamais. Bon, c'était pas une somme astronomique, hein, mais j'ai jamais rien vu et j'ai jamais été contacté. Et je sais qu'il y en a plein qui ont jamais rien vu, ou du moins peu. Ouais. Et beaucoup de ces gens-là, que je vois souvent à Angoulême d'ailleurs, parce qu'on se voit quasiment tous les ans quand on y va, on se boit un coup ensemble ou on passe une soirée, qui sont des anciens de Sandaoué, enfin des anciens backers, hein, pas des anciens, pas des anciens de la boîte, ouais. Et qui ont remis la main au pot pour ce bouquin-là, pour que l'intégrale se fasse. Donc merci à vous, merci aux tout nouveaux, à ceux qui sont de la commu de Comics Initiative, qui ne me connaissaient pas ce que j'avais fait avant et qui ont découvert. Donc merci d'y avoir cru. J'espère que le bouquin vous plaît, pour ceux qui l'ont reçu en tout cas. J'ai de très bons retours en tout cas, à part un. Si vous voulez rigoler, allez sur le site. Mais soit dit en passant, on peut pas dire qu'il l'a pas aimé, il l'a pas lu. Non, il l'a jeté avant de l'avoir lu. Voilà, donc on peut mais bon, jeter de la main. Une petite private joke. Tu vas répondre à ça. Bon, voilà quoi. Il y a des impatients et des gens qui s'énervent pour des petites choses qui n'ont. Après, moi, comme je lui ai dit, hein, moi, je suis gentil. Hein, au détour d'un festival, je le signe, je lui mets son nom, j'encre son dessin, je lui en fais même un nouveau, il n'y a pas de problème. Après, pour plus de. Pour expliquer au fil des commentaires, on a eu un lecteur qui a reçu son album avec dédicace et qui n'était pas content de sa dédicace. Et en voyant sa dédicace, il a dit bah, c'est nul, c'est de la daube, je jette ce bouquin immédiatement dans la poubelle. Oui. Vous n'avez pas honte. Je vais le brûler, il a dit. J'ai fait exprès. Je vais essayer de vous montrer peut-être. Moi, je lui ai dit, mais brûler des livres, ça rappelle les heures sombres de l'histoire, faut pas faire ça, c'est mal. Et ouais, puis il a continué, puis. Voilà, il est déçu d'avoir eu. Alors, je sais pas si ça va se voir. Il est joli ce crayonné, en plus, c'est de vrais crayonnés en plus, c'est pas des photocopies. Voilà, donc, après, j'en ai eu 500 et quelques à faire, hein, donc au bout d'un moment. Mais après, enfin, si c'est juste parce que c'est parce qu'elles sont pas nominatives, c'est pour ça. Mais ça toujours. Mais venez me voir en festival avec votre carton, je vous rentrerai le nom dessus sans aucun problème. Hein. C'est juste que j'avais pas la liste de 500 noms devant moi. Non, comme en fait, il faut savoir que j'ai pas fait les dédicaces dans les locaux de Comics Initiative. Je les ai faites à la maison. Il m'a filé des feuilles et je les ai faites entre deux planches d'autres choses à la maison. Et puis, même sans ça, il y a une réalité qui est que d'un point de vue purement logistique, c'est-à-dire que c'est toujours cool d'avoir son prénom dedans, bien que des fois dans les fiches contact, on n'a pas forcément le prénom. Pas toujours, ouais. Mais des fois, on va avoir Bibifoc 57, tu vois. Donc, est-ce qu'on met merci Bibifoc 57 ? Ça peut être amusant. Bon. Pas terrible. Mais voilà, donc ce que je veux dire là, c'est que par là, en tout cas, c'est que la notification du prénom sur une dédicace fait que soit on fait les colis les uns après les autres, et à ce moment-là, on a des temps de livraison qui vont être beaucoup plus longs pour tout le monde. Et ça, d'ailleurs, c'est qu'on passe après tout le monde. Là, il y en a un qui va en avoir une belle, parce que ça, c'est la personne qui a pris la commission A3. Ouais. Et je te la donne, je la prends demain avec moi. Ouais. Et il y a une planche aussi qu'il faut que je prenne, je crois. Je le crois, mais tu sais, à la limite, ça c'est la tambouille interne, on pourra peut-être le voir après la diffusion. Comme quoi, on est. Ouais. Oui, c'est vrai que je voulais voir. On fait pour juste après. Et donc, bref, tout ça pour dire que Aurélien et toi, vous pourrez vous retrouver. Ce seront des retrouvailles émouvantes demain au Festival de Tours, voilà, le samedi 20 septembre. Je sais, voilà, vous avez déjà. On va faire venir signer votre album, même s'il a déjà un petit dessin, si vous l'avez reçu. Exactement. Pas de problème. Et si vous les récupérez sur place, évidemment, vous pourrez avoir votre petit nom écrit également dessus. Merci beaucoup, Fred, pour ce petit moment les derniers jours de chaleur, on va dire, de ce mois de septembre, qui a annoncé. 31 degrés. Et puis, en tout cas, voilà, on espère que ceux qui n'ont pas encore lu Dessous vont le découvrir prochainement et que si vous ne l'avez
déjà reçu, en tout cas, que vous avez entamé la lecture et que vous avez déjà succombé. Et Bref. si des libraires nous regardent, n'hésitez pas à en commander, parce que ça vaut le coup. Voilà. Ce serait bien qu'ils se vendent en librairie aussi. Ah, mais on y croit, on en est même certain. Voilà. Ouais. Écoutez, en tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une autre émission. Et plus. Bye!